Bonjour et bienvenue chez les anciens. Aujourd'hui, nous sommes honorés de recevoir Aurélien Duarte, champion de Muay Thai et de kickboxing. Et je suis plus encore honoré d'être dans le ring avec lui sans qu'il me mette un high kick. Voilà. Et qu'il me mette KO. Ah, moi je suis un jeu vidéo, tu me demandes, ça part. Hein. Je suis protégé. Aurélien, bienvenue à toi. Merci. Bienvenue. Merci. Comment tu vas? Ça va bien, merci pour l'accueil. Ah, bah, avec plaisir, merci. Écoute, nous, ce qu'on aime, c'est revenir sur le parcours des gens et apprendre à connaître les gens. Ouais, Donc, on va repartir du tout début. ouais. Où est-ce que tu es né? Dans quel contexte familial, Ouais. etc. À toi de jouer. Yes. Bah écoute, avant de continuer, vous avez vu comment Sofiane m'a demandé comment tu vas, et de manière très succincte et très automatique, j'ai dit ça va. Ouais. Et des fois, il faut creuser un petit peu pour être honnête avec vous. J'ai un peu de tristesse aujourd'hui parce que j'avais un petit lapin depuis 5 ans et qui est parti hier matin. Et j'ai de la tristesse, c'est un truc de fou, quoi. 5 ans. Ouais, mais tu vois, ça fait bizarre. Je travaille le détachement, je travaille mon corps ne m'appartient pas. Un jour, on mourra tous. Personne n'est éternel. Et quand ça t'arrive, tu vois, à 54 ans, j'ai pas l'impression d'avoir moins mal que quand j'avais perdu mon hamster à 13 ans, quoi. Donc voilà, peut-être une première bille que des fois on répond un petit peu vite. On n'ose pas creuser. Ça va la famille, ça va, Inch'Allah, ouais, on passe. Et des fois, ben voilà, autorisez-vous à être sincère parce que là, ça me permet de me rendre compte que ma voix est un peu plus basse, il y aura peut-être un petit peu moins de joie dans ce que je dis, mais je m'aime avec ça. Et je vois même le bénéfice, c'est que la tristesse, souvent, ça ralentit, ça apaise, et peut-être que mes propos seront plus clairs. Mais voilà, je voulais dire que si vous sentez des fois un peu d'amertume ou un peu de tristesse, c'est parce que je suis dans une période de deuil et que j'ai décidé de continuer à vivre, à faire les choses. Et voilà, je voulais vraiment vous partager cette sincérité. Nos pères, nos grands-pères et nos arrière-grands-pères sont souvent morts de non-dits, de secrets familiaux, de choses qu'on nous a cachées, voilà, de tabous, de mensonges, parce qu'eux-mêmes avaient vécu ça, hein, je condamne personne. Bien sûr, et voilà, constat. Il est temps qu'aujourd'hui, nous, on se libère, on dise les choses, et quand tu arrives au sport, tu vois, ça va, ouais, ça va, je sais que je peux t'en demander plein, ça va, non, aujourd'hui, ça va moins bien, ok, on va faire un petit échauffement en douceur, on va prendre soin, vous voyez. Et pareil dans la famille, tu vois, quand tu vas chercher tes gosses, ça va, j'ai passé une bonne journée, tu peux demander plein de trucs à ton gosse. S'il arrive, il te dit, oh, aujourd'hui j'étais puni, aujourd'hui on m'a volé mon goûter, aujourd'hui j'étais triste, tu vas comprendre que les devoirs, ça va être plus lent, tu auras peut-être besoin de plus de tendresse. Donc voilà, autorisez-vous à ça, à dire ce que vous vibrez, ce que vous ressentez, et avec cette transparence et cette vérité, il y aura peut-être moins de mensonges dans le monde si on commence nous-mêmes à être vrais, quoi. C'est vrai, super. Et toi, comment tu vas? Super intro. Ouais, ça va, moi. Ça va tranquille. Yes. Écoute, on va retourner du début. Ouais, le début, je l'ai tellement dit, donc en même temps, je souhaite vraiment qu'il y ait des questions sur le présent et ce qu'on peut apporter aux autres, parce qu'à travers mon parcours, certains vont se reconnaître. Il est là le truc. Ce mec que tu vois là sur ce ring aujourd'hui avec ce background, c'était un petit enfant fragile, redoublant, multifracturé, interdit de sport, pissé au lit, moqué par les autres, la victime. Aujourd'hui, on dirait un bolos où j'aurais été victime de harcèlement. Mais vraiment, j'étais cet enfant qui manquait de confiance, introverti, schéma familial compliqué, déséquilibré. On est nombreux à ne pas avoir vécu de traumatisme, mais avoir vécu des schémas de famille déséquilibrés, des parents qui arrivaient avec leurs blessures, et donc on a hérité de ça. Carence affective, on ne s'occupe pas de tes émotions, on ne sait pas ce que c'est. Donc voilà, né à Dakar, d'immigrés capverdiens, donc une première émigration dans un autre pays. Ma mère avait laissé 2 enfants au Cap-Vert, donc déjà un peu une histoire d'abandon dans la famille. Elle-même, qu'est-ce qu'elle avait vécu avec sa mère et sa grand-mère. Arrivée à Dakar, elle rencontre un homme qui est le queutard de Dakar, qui a fait plus de 40 enfants, plus de 40. De l'année 70, on est 4 de la même année. Ok. Prenez le temps. Imaginez, mesdames et messieurs, quand tu croises un ex de ton actuel. T'as vu ce que ça te fait? Alors imagine, tu sors dans la rue et tu croises des gens qui sont avec lui en ce moment, quoi. Donc des histoires. Quelle grossesse ont vécu nos mamans? Est-ce qu'elles étaient vraiment prêtes? Est-ce qu'elles avaient vraiment envie? Et les jalousies autour, les médisances, les autres femmes qui voulaient cet homme, il y a eu de la magie noire, il y a eu des femmes qui se détestaient pour l'amour d'un homme. Donc tu vois, des histoires de non-dits, de cachotteries, d'enfants cachés, d'enfants avec des femmes mariées. Donc dans toutes les familles, il y a un peu ça, mais moi, mon père, il a fait ça de manière industrielle, tu vois. Mais bon, voilà, donc un peu compliqué. On grandit dans un utérus, et avec tout le respect que j'ai pour nos mamans,
si dans cet utérus, il y a déjà eu des avortements, s'il y a déjà eu des enfants morts-nés, des fausses couches, on a cohabité avec la tristesse, avec la mort, s'il y a eu des guerres dans nos ancêtres, s'il y a eu des colonies. Ils souriaient, les grands-parents. Hein. Mais j'aime bien dire, toi qui m'écoutes, tu n'as jamais vu ton arrière-arrière-arrière-grand-père, tu ne l'as jamais vu. Et peut-être que son nez est au milieu de ton visage. Mais si tu as hérité de son nez, tu as peut-être hérité de sa confiance ou de ses peurs. Tu as peut-être hérité de la bonne santé d'un ancêtre ou de sa fragilité et de ses maladies. Vous saisissez? Donc il y a un héritage aussi atavique, archaïque, d'héritage cellulaire. Et c'est important, en me questionnant sur mon passé, j'ai compris plein de choses. Pas pour me victimiser, pas pour accuser quelqu'un d'autre, pour comprendre et avancer avec ses fragilités et ses forces. Donc c'est important de faire ce travail. Et dans nos familles, on a tous des histoires chamboulantes, compliquées. On ne connaissait pas nos parents quand on était enfant. Quelle vie ils avaient, comment ils s'aimaient, comment ils gagnaient leur vie, d'où ils venaient eux-mêmes, quelles sont ces valeurs inconscientes transférées dans nos familles. Pas de tendresse, pas de douceur, pas de moments, tu vois. On démontre tout l'amour avec des livres, des cahiers, une éducation, des objets, mine de rien. Des règles, quoi. Voilà, des règles et des objets. Donc, parcours un peu compliqué. Et ce qui a fait de moi un enfant, épaule en avant, tête fragile, le plus petit de la classe jusqu'à 17 ans. Jusqu'à 17 ans, on a cru que je serais le plus petit tout le temps. Et l'année de mes 17 ans, j'ai pris 17 cm. Plein de révélations. Ouvrez les spectres, parce que là, ça va chambouler aujourd'hui. Hein. C'est ça. Parce que quand je me voyais comme cet enfant fragile, je voyais dans le regard des adultes de l'inquiétude. Qu'est-ce qu'il va devenir? On a peur pour lui. Avant l'âge de 7 ans, tu ne sais pas qui tu es. Et si ton père te regarde comme un champion, s'il est là, tu te vois comme un champion. Si ta mère, avec tout l'amour que j'ai pour elle, toutes ces femmes seules ou débordées, double charge de travail, arrivées le soir, elles sont épuisées, elles n'ont pas le temps d'apporter l'attention nécessaire. Donc tu te sens rejeté, tu te sens pas important, tu te sens délaissé. Et c'est là que tu fabriques soit le rôle du méchant, soit le rôle de la victime. Et moi, j'étais ça. Donc, c'est un peu émouvant de remuer tout ça. Et donc voilà, questionne-toi sur ton histoire et ça va t'expliquer plein de faits aujourd'hui. Comment ça se fait que ce petit garçon qui doutait de l'amour de sa mère, est-ce que maman m'aime? J'ai pas des bonnes notes, je pisse au lit, on se moque de moi, donc tu penses ne pas avoir de l'amour. Dans ma vie, j'ai attiré énormément de femmes à qui je devais prouver 1 milliard de fois que j'étais un mec bien, je devais donner tout mon amour, comme à ma mère. Ces jeunes filles qui multiplient les hommes parce qu'elles ont manqué de père, elles ont manqué de retour et elles ne savaient pas à quel homme plaire, donc elles essaient de plaire à plein d'hommes pour retrouver l'amour du père qu'elles n'ont pas eu. Il y a un lien direct avec notre affect, notre sexualité, notre alimentation, avec les histoires qu'on a vécues avant l'âge de 4 ou 7 ans. Ce n'est pas de la psychologie de comptoir, c'est vraiment la base de qui on est. Exactement. Donc voilà, enfance compliquée, 14 déménagements. D'accord. Et je le dis, avant l'âge de 8 ans. Et comme de par hasard, 14 fractures. C'est fou. C'est fou, hein? Ça, c'était en France? Ça, c'était en France. Ouais, je suis arrivé en France à l'âge de 3 ans. J'ai quitté Dakar, j'avais 3 ans, 73. Je suis arrivé en France à 3 ans. Compliqué, un peu à Marseille, un peu à Villejuif, un peu dans l'est de la France. La famille qui ne peut pas te recevoir, la maman qui nous place en famille d'accueil. On manque de rien. À manger, à boire, un lit. Mais il est où mon père? Elle est où ma mère? Hein, qui est-ce qui s'occupe de l'intérieur? Donc t'avances en jouant des rôles, quoi. Donc ça, c'était un peu compliqué. Et puis après, vers l'âge de... Ma mère m'a récupéré, j'avais 5 ans. Ouais, à l'âge de 5 ans, elle avait un homme avec elle, donc mon beau-père, donc j'ai eu une image paternelle. Là, ça a commencé à se stabiliser un petit peu, mais je continue à me fracturer et je continue à développer cette image de on te déplace, on te dit pas les choses, donc tu passes après. Comment avoir... Et à 18 ans, on te dit, allez, il faut croquer le monde, il faut niquer la vie. Ça fait 18 ans, j'ai l'impression de passer après les devoirs, après les vacances, après le ménage. Je passe après tout. Donc c'est normal que dans ma vie, je vais me faire passer après tout. Et je ne vais pas avoir le travail que je kiffe. Je ne vais pas avoir la relation que je kiffe. Parce que moi-même, je ne fais pas de moi une priorité. Tu n'espères même pas, en fait. Comment? Tu n'as même pas d'espoir, en fait. Bah oui. Tu vas continuer ce schéma à vie, quoi. Ouais. Souvent, quand tu n'as connu qu'une chose, tu tends à aller vers ça. C'est ça. Ouais. Donc ça, c'était un petit peu compliqué. Et à côté de ça, attention, pas de maltraitance, beaucoup d'amour, des oncles, des tantes, de la famille, des cousins, des cousines. Ma sœur avec moi, ma grande sœur Virginia, que je salue, qui est encore avec moi dans les moments difficiles aujourd'hui. Et
Donc un soutien familial proche quand même. Quoique j'ai passé 3 mois avant qu'on soit ensemble dans la famille d'accueil ou dans le même foyer. J'ai passé 3 mois à 3 ans tout seul, sans elle, parce qu'on avait 7 ans d'écart. Donc on n'était pas dans le même foyer. Regarde, toi-même en tant qu'adulte, certains soirs, si tu vis seul, moi j'ai connu la solitude à 5 ans. Je dis beaucoup, moi, pardon, c'est parce que je suis très touché par l'événement d'hier. À l'âge adulte, aujourd'hui, on peut sentir cette solitude, sentir abandonné. Alors imagine quand tu as 3 mois, 3 ans, et que tu te retrouves en mode de garde chez des inconnus. Tu n'as pas la conscience que tes parents font ce qui est le mieux pour toi, et toi, tu vois ça comme une punition, comme une privation. Et donc, c'était une enfance compliquée, où j'en faisais des tonnes pour qu'on m'aime, quoi. Tu cherchais l'affection. Chercher l'affection, et je cherchais l'attention avec les blessures. Je vais ouvrir les yeux à plein de parents. Un enfant a besoin d'attention, d'amour et de protection. Comment est-ce qu'on avait de l'amour quand on était à la maison? Souvent, on n'avait pas l'amour comme on avait besoin. Donc, qu'est-ce qu'on faisait? On ramenait une bonne note, ou on rangeait bien un truc, ou autre chose. On faisait tomber un objet, et là, on avait de l'attention. Notre ego préfère être préfère être détesté qu'être ignoré. Et donc, parfois, moi, ne sentant que on s'intéresse au plus fort, on s'intéresse à la plus belle, à celui qui a les meilleures notes, à celui qui court le plus vite. Moi, j'avais pas tout ça. Et je vois aussi qui d'autre attire l'attention? Celui qui est malade, celui qui a des problèmes, celui qui va pas bien. Lui, il a de l'attention. J'avais joué ce rôle-là. Après la vidéo, là, tape sur tes réseaux sociaux. J'ai regardé le podcast des anciens, c'était génial, j'ai appris plein de choses. Tout le monde s'en fout. Va écrire, c'est des fous, c'est des barbus extrémistes, avec un Renoir qui est pro-Dieudonné, qui était, qui est complotiste. Là, tu vas voir plein d'attention. Le sensationnel, le négatif attire le pire de l'être humain, tu vois. Et donc, j'avais remarqué que pour exister, quand je me cassais, j'existais. Donc, je me suis cassé et recassé, parce que je pensais que c'était ma seule manière d'être. Je ne me sentais pas capable de créer autre chose. Donc c'était volontaire quand tu avais ces fractures? Alors c'est volontaire, mais c'est inconscient. D'accord. C'est inconscient. Je m'étais enfermé dans un rôle. La vie t'efforcera de t'amener ce que ton mental pense. Prends le temps. Ton mental, on le sait aujourd'hui, il sème des graines, il envoie des idées, il envoie des pensées. Et il trouvera dans le quotidien les situations, les personnes qui confirmeront ce que tu penses. Regarde ce podcast et dis-toi que les boxeurs sont des cons et que les barbus sont des terroristes. Sors dans la rue, tu vas rencontrer des boxeurs cons et des barbus terroristes. Je peux te l'assurer. C'est vrai. La pensée est créatrice. Moi, j'avais la pensée, je n'ai pas de valeur, je suis fragile, il faut faire attention à moi, je ne ferai rien dans la vie, je vais finir SDF, on s'inquiète. J'avais la vision de je suis une petite chose fragile. Ce qui est fragile se casse facilement. Donc je me cassais. Quand j'ai changé ma pensée par des rencontres, je peux devenir champion, je peux devenir fort. La vie m'a amené des profs de gym, des profs de karaté, et aujourd'hui, il y a l'homme qui est là aujourd'hui. Qui je serais devenu si j'avais entretenu, après ces 14 fractures, interdit de sport, souffle au cœur, pisser au lit, qui je serais devenu si j'avais entretenu ça? Aujourd'hui, je te parlerai d'un fauteuil roulant ou je te parlerai d'une situation de grand handicap. Je sais que ça te choque parce que tu crois que tu es limité, que tu n'as pas de pouvoir sur ton corps, sur ta santé. On nous formate là-dedans et c'est pour ça qu'on fait ces podcasts aussi, au-delà de ma carrière de boxeur, ces messages puissants que tu peux reprendre le contrôle sur ta vie en reprenant le contrôle sur tes pensées. Il n'y a pas besoin d'un héritage, il n'y a pas besoin d'une formation, il n'y a pas besoin de partir à la Mecque ou je ne sais pas où. En changeant la manière dont tu penses, tu changes immédiatement ta biochimie, ton niveau énergétique, ta vibration, tes actions, tes mots, et ta vie, elle change en changeant ça. Donc l'explication, elle vient de là. J'ai cru que j'étais ce petit être fragile, impuissant. En fait. Et mon corps l'a reproduit. Et tu peux nous dire la personne qui, on va dire, qui a été un déclic au tout début, qui a commencé à te donner confiance en toi et te changer ce mindset? Merci. On parle souvent des rencontres et je souhaite que ce moment, ce soit une rencontre pour certains et que ça crée un déclic chez toi, comme ça l'a été chez moi. Il y a la mémoire consciente qui m'amène toujours le même visage. Martine Gros-Georges, ma prof d'EPS en 1983 au Collège du Centre à Villejuif, qui m'avait regardé avec mes béquilles, mes plâtres,
J'étais interdit de sport, mais j'allais au cours de sport voir les autres. Je regardais les autres s'embrasser, je regardais les autres commencer l'informatique. Et moi, je vivais ma vie en spectateur, comme une victime. Et je crois que ce jour-là, elle avait utilisé ce mot-là. Elle qui était assez douce, assez bienveillante, un jour, elle avait été vraie. Elle m'avait regardé, elle m'avait dit mais tu vas être une victime toute ta vie. Ah ouais. Tu sais, j'étais assis comme ça. Et le mot victime, à l'époque, années 80, on ne l'utilisait pas autant. Oui, tu vois. Ouais. Et ça m'a vraiment fait un tilt. Et elle m'a dit, écoute, tu ne peux pas venir au sport au collège, là, mais moi, je suis à l'ASU, l'association sportive, la UNSS. Tu viens mercredi à la gym. Mais Martine, j'ai une entorse, qu'est-ce que je vais faire? Viens. Et je suis venu et j'ai regardé déjà des petites gamines de 6 ans qui faisaient des séries de 50 tractions, des grands écarts, des pompes, des saltos. Ça m'a mis de l'humilité, tu vois. Parce que toute victime que j'étais, j'avais un peu une grande gueule. Et donc j'ai vu ça et elle m'a dit, bah, t'as la cheville blessée ou c'était le poignet, je sais plus. Bah, on va faire des abdos, on va faire du gainage, on va faire des étirements. Et je crois que ce jour-là, elle m'a fait comprendre que dans notre société, on nous a identifiés aux problèmes. J'ai le doigt cassé. T'as vu, j'ai le doigt cassé. Vous avez vu, j'ai le doigt cassé. Ah, j'ai mal au doigt. Ah, c'est une fracture de la 3e. Je me concentre tellement sur ma blessure que j'oublie tout le reste qui fonctionne bien. Et je mets le doigt au repos, la main au repos, le coude et tout le bras se nécrose et je perds toute ma masse musculaire. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Et je deviens mon problème. D'ailleurs, on dit, je suis blessé. Non, j'ai une blessure. Je suis malade. Bonjour malade. Moi, je suis Aurélien. Tu es malade ou tu es Sofiane et tu as une maladie. Vous voyez, on nous a associés à nos réussites, on nous a associés à nos problèmes, on nous a associés à nos maladies. Et ça fait que c'est dur de s'en séparer. Moi, pour moi, je ne savais rien d'être d'autre que le fragile. Et ce jour-là, elle m'a fait prendre conscience que quand une partie de toi ne va pas, tu peux te focus dessus, ça va prendre toute ton attention et tu vas te diminuer comme cette partie diminuée. Si maintenant tu prends conscience, mais j'ai le doigt cassé, ok, et ce doigt-là, comment il va? Et celui-là, comment il va? Et celui-là, et celui-là, et mon poignet, comment il va? Et mon coude? Il y a combien de choses qui vont bien à côté de ça? Ça peut paraître subjectif, hein, mais essaye la prochaine fois que tu as mal à un endroit, de te dire, ok, je reconnais l'endroit qui a mal, tu as besoin de soins, tu as besoin de repos, et je vais faire l'inventaire de tous les autres endroits qui vont bien, et je vais les mettre en mouvement, les autres endroits qui vont bien. Et si l'endroit qui va mal a la capacité de communiquer au reste du corps une information de douleur, certainement les muscles forts et le corps qui va bien a la capacité de communiquer à la partie qui va mal un message de guérison et de santé et d'énergie. Donc c'est ça qu'elle m'a fait comprendre. On boxe même avec une fracture, qui disait ça, Rof ou je ne sais plus qui. On y va, quoi. Vous avez tous dans vos vies transcendé, tu as tous vécu un truc, tu croyais que tu ne pouvais pas et tu l'as fait. Donc cette énergie, elle est en nous. Et c'est vrai qu'ici, sur le ring, dans les salles d'arts martiaux, on la sort tous les jours, toutes les heures. On y est confronté tout le temps. Toi, tu attends qu'il y ait une grosse galère dans ta vie si tu ne fais pas un sport intense ou si tu ne donnes pas des challenges dans ta vie. Donc la prise de conscience, elle était là. Je peux être autre chose que ce à quoi je m'étais limité. Je peux être autre chose que ce regard des adultes autour de moi me donnait. Je peux avoir un libre arbitre et reprendre le pouvoir sur ma perception de qui je suis et surtout mettre des actions en place et m'entourer de gens qui ont cette autre vision des choses, tu vois. Et c'est comme ça que j'ai commencé le sport en club. Donc, c'était une fois par semaine le mercredi. J'avais fait aussi de l'aïkido en 6e une fois par semaine. Mais au moins, j'y étais. Quoi. Je continuais à me casser. Ah, c'est ça que je voulais te dire. Hein. Je ne suis pas devenu champion tout de suite. Hein. Je continuais à me casser. Mais quand je me cassais, ce n'était plus la victime qui se plaignait, c'était le champion qui se fabriquait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, quel regard tu donnes à ta blessure? Tu avais une blessure, tu n'étais pas blessé. Voilà. Il apprend vite. Hein. Magnifique. En tout cas, on salue cette prof de PS. Ouais. Magnifique. Donc ça pour répondre à ta question au niveau conscient et au niveau inconscient, je vous en ai parlé tout à l'heure, quels sont les modèles que l'on a eus sans même s'en rendre compte? Nos parents. Voir ma mère se lever, femme de chambre, à se casser le dos, à 5 heures du matin, toute seule, partir, aller dans les hôtels, frotter le sol et nettoyer la merde, et rentrer. Un repas chaud, j'habitais dans une cité comme beaucoup d'entre nous, on n'a jamais manqué de rien. À manger, les appartements décorés, les napperons, les trucs, l'odeur. Il y avait même à manger pour les invités. Tu te dis, oh, mais comment tu fais? Donc tu vois, les parents autour de nous qui assurent de l'eau dans la carafe, un peu de jus de fruits, une corbeille de fruits,
des chaussons, un pyjama, un cahier, des classeurs, un petit doudou, quelques vacances en colo, même si c'est avec le centre aéré. T'as eu ça? Ouais. Peut-être qu'est-ce qu'on avait, un jeu de société, un ballon de temps en temps pour aller jouer au foot avec les potes. Compte tes bénédictions. On compte nos manques et comptez vos bénédictions. Ouais, qu'est-ce qu'il y a à la maison? Je dors pas dehors, il y a des enfants qui dorment dehors, il y a des enfants qui sont battus. Moi j'ai pris quelques coups d'une maman en colère, mais j'étais pas un enfant battu. Waouh, elle apporte tout ça. Avec sa solitude, avec sa tristesse, avec le manque d'hommes, avec toutes les problématiques d'adultes que je ne comprends pas. Je suis vivant aujourd'hui, c'est parce qu'en vérité j'ai plus reçu que manqué. Donc tu vois, on a commencé par parler de mes blessures, de mes manques, pour que tu t'identifies, mais je te rappelle que si tu es là pour m'écouter, si tu as survécu à tout ça, c'est que tu as reçu de l'amour, de l'attention et de la tendresse. Sinon, tu ne serais pas vivant. Donc, les premiers modèles, c'est ça. Donc, ma mère, ma grande sœur qui était proche de moi, un de mes grands frères qui n'était pas là, mais qui envoyait de l'argent, qui était présent, qui venait le week-end, certains profs que j'admirais secrètement, les héros de la télé, les héros des lectures, les Starsky Hutch, Guillaume Tell, tous ces héros qui venaient faire du bien, avant les Strange, avant les Marvel, tout ça. Les héros de la littérature, le Comte de Monte Cristo, le Petit Prince, il y avait qui? Les grands de la cité, sur qui on fantasmait, celui qui marquait des buts, celui qui draguait les plus belles gonzesses, celui qui connaissait tous les sourates par cœur, il y avait quelqu'un qui avait des talents autour de nous, tu vois. Donc, peut-être toi tu l'as pas vu, moi comme j'étais très victime, je fantasmais sur tout le monde, tu vois. Donc nos modèles, ils sont là. L'homme qui m'a élevé, mon père était un géniteur, et il y a l'homme qui m'a élevé, l'homme que ma mère a connu, 9 ans de guerre, déjà des enfants grands, il reprend un petit gamin de 5 ans, j'avais 5 ans, il repart pour éduquer, quoi. Tu me repose-toi, bonhomme. Non, je suis un père et j'y retourne, quoi, tu vois. Donc ces modèles-là, tu vois, nos proches, quoi. Magnifique. L'entourage. Et quand tu es allé en France après, est-ce que tu avais des liens encore avec le Cap-Vert? Alors, déjà, j'avais jamais eu de lien avec le Cap-Vert, parce que souvenez-vous que je suis d'origine capverdienne, mais moi je suis né à Dakar. Ma mère a eu des enfants au Cap-Vert. Elle est venue à Dakar, elle a rencontré mon père, et moi je suis né à Dakar. Et ensuite, je suis parti en France à l'âge de 3 ans. Et mon père avait dit, s'ils reviennent en vacances, jamais tu les reverras. Parce que souvent les femmes partent à l'étranger et lui voulait garder ses enfants. Donc jamais ma mère m'a renvoyé au Sénégal en vacances, ni au Cap-Vert. Même elle n'y était jamais retournée. Donc on avait vraiment coupé les liens avec ça. En plus, arrivé à l'âge de 3 ans, en famille d'accueil tout de suite, famille traditionnelle française, on crée qui on est entre 3 et 5 ans. Donc moi j'ai créé des relations avec des petits blondinets, des petits Français. J'ai mangé la cuisine française, j'allais à l'église le dimanche. J'étais vraiment coupé de ma religion, de ma langue, de ma culture, de mes plats pendant 2 ans. Ça me gratte la gorge quand j'y pense. Donc je me suis vraiment identifié, tu vois, à mon entourage. Et j'avais pas ce besoin ou cette envie d'aller au Cap-Vert ou d'aller au Sénégal parce que j'avais pas de mémoire consciente. Ma mère ne m'en parlait pas. Donc j'allais en colonie tous les week-ends dans tous les coins de la France, dans toute l'Europe, mais j'avais pas ce lien avec le bled, comme on dit, avec le bled. Et là, quand tu étais en cité, comme tu as dit, les grands de la cité, etc., et comment tu étais, on va dire, dans la cité, et comment tu as été après ton petit revirement, tu vois, de rentrer dans le sport et cette mentalité qui change? Alors la cité, c'est un pote qui l'avait dit, un provincial qui arrivait. Parce que j'ai donc grandi de 0 à 3 ans à Dakar, années 70, c'était des petits quartiers, une petite maison. Ensuite, en famille d'accueil dans l'est de la France, dans un village traditionnel, à Faux-le-Quemont. Ensuite, on a eu un pavillon aussi pendant 1 an, je crois, avec mon papy et ma mère, où ils travaillaient. Mon papy comme jardinier et ma mère comme femme de chambre pour une famille, un médecin aisé. Donc j'avais grandi dans des pavillons, moi, dans des petites maisons. Et quand je suis arrivé la première fois à Voipy, on a grandi en cité à Voipy, j'en ai entendu parler après dans la banlieue de Metz, là, c'était brutal. Un choc. Quand on est né dedans, on ne se rend pas compte. C'est ça, exactement. Et moi, je passais de 3-4 gamins dans la cour à 30, 40, du béton, l'absence d'arbres, l'absence d'oiseaux, de fleurs, c'est pas naturel, c'est pas OK. Ça, et j'ai trouvé ce cadre, je pense, très brutal. Très violent, mais j'avais cette capacité de caméléon, d'adaptation. Donc je me suis vite adapté, j'étais le gentil de la bande, le sympa de la bande. Et donc l'intégration s'est bien faite et j'ai toujours trouvé ce milieu
quand on enferme les animaux dans des clapiers, dans des élevages, un clapier, je pense au lapin, quand on les met les uns sur les autres dans des cages, ils deviennent agressifs et ils tombent malades. Ce qui ne se passe pas dans la nature. Pourquoi ce serait différent chez les humains? De réunir tous les problèmes comme ça, à la verticale, dans des tours de béton, dans des quartiers. Je ne fais pas de la victimisation et du misérabilisme, il y en a qui s'en sortent très bien. Mais ça fausse les relations humaines. Mais n'importe quel fils de bonne famille dans un quartier, d'ailleurs, vous avez vu, ils jouent à part les quartiers, les fils de bonne famille. Exactement. Il va s'imprégner, il va répéter tous ces schémas-là. Donc c'était très violent pour moi, très brutal. Mais en même temps, il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup de jeux, il y a la cage à poules là, le terrain de foot, le parc, les sorties avec le centre aéré, les colos, avec les villes communistes qu'il y avait autour de... Les sports pas chers, donc karaté, tennis de table. Je suis allé en Italie, en Espagne, en URSS, j'ai pris l'avion à 18 ans la première fois. En 88, pour ceux qui prennent l'avion, c'était magique, quoi, tu vois. Partir à l'étranger, qu'est-ce qu'il y avait? Des sorties culturelles, tous les mercredis, le centre aéré, il y avait... Même si je pense qu'on achetait la paix sociale et qu'on nous occupait plus qu'on nous éduquait, mais en tout cas, il y avait du bon, quoi. Les regroupements, les centres d'été, j'ai connu l'Ardèche, Montpellier, Carmont, tout. On bougeait, quoi. Il y avait une vraie richesse. Donc, il y avait beaucoup de positifs. Et là, quand tu as commencé le sport, comment tu as eu cette évolution pour arriver au sport de combat? Alors, il n'y a pas de hasard. Mon père avait fait de la boxe et je ne le savais pas. Ma mère m'en avait jamais parlé. J'ai quitté mon père en 73. Je l'ai revu en 98, donc 25 ans après, à Dakar. Et je suis arrivé, il y avait mes affiches dans sa case. Et lui-même, j'ai une photo de lui, il fait de la boxe anglaise quand il était marin sur les bateaux. Il s'entraînait et aux escales, il boxait avec les gants au crâne de cheval là, pour $50 pour après aller faire la fête, tu vois. Il avait pris beaucoup de coups, il me l'avait dit. Ma mère était fan de Bruce Lee et des arts martiaux. Elle allait à Barbès voir les 3 films à 10 francs à l'époque, là, tu vois. Okay. Ah, te bats pas mon fils, mais comme toutes les femmes, elles fantasmaient sur les hommes forts. Elles sont particulières, nos mères, des fois. Hein. Elles fantasment sur l'homme fort, mais quand on devient un homme fort, elles ont l'impression de plus être maman, elles ne servent plus à rien. Donc elles aiment bien qu'on reste un petit garçon quand même. Hein. Petit message. Hein. Laissez-les grandir. Et donc il y avait ce background-là, et en vérité, j'avais pas moi l'envie de faire des sports de combat, souviens-toi. Multifracturé, souffle au cœur, interdit de sport. Loin de moi l'idée sport de combat. J'ai commencé par un petit peu d'aïkido, après un an de gym. Après, qu'est-ce que j'ai fait? Je voulais me défouler. Ma mère voulait plus que je sorte à la cité. Je vibrais la victime, donc je me faisais agresser. Oui, c'est pas confortable à entendre, mesdames et messieurs. Je mets les deux dans le même lot. Mais pour qu'il y ait un agresseur, il faut qu'il y ait quelqu'un qui vibre la passivité, la soumission, la peur. Je ne te dis pas que tu es condamné, je ne dis pas que tu es figé, mais je te dis que si quand tu vas à des endroits, tu sens que les personnes agressives viennent vers toi, ça va être dur à entendre. Il y a quelque chose en toi qui les attire. Tu as le pouvoir de changer cette chose-là. Mais donc là, en vibrant la victime, je me faisais emmerder et on a dit à ma mère, occupez-le, il faut qu'il fasse une occupation. Musique. Et déjà, je pense à la batterie. Tu as quand même l'envie de taper, tu vois. Une différence entre... défouler, tu vois. Je pense à la batterie. Je pense à la marionnette du Moped Show, là, qui était comme un ouf. Je vais au conservatoire, je traverse Villejuif, je vais au conservatoire, le vieux bâtiment, j'y vais, et de souvenirs que j'avais, je leur parle de je veux faire de la batterie. Et à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui, on me donne l'instrument, non, solfège, les notes, le tableau. Je passe 8 heures par jour, assis sur une chaise, à écouter des profs, à noter des trucs, à pas bouger, à pas crier, à pas me défouler. Et le soir, je vais recontinuer à faire ça pendant 1 an avant de toucher l'instrument. Franchement, ça me plombe. Je pars du conservatoire, je prends les papiers, mais vous ne me reverrez pas. Et sur le chemin du retour, je croise un ami, Philippe Dieng, la famille Dieng, une belle histoire. Nos mères se connaissaient à Dakar et on s'est retrouvés dans la même cité à Villejuif, quoi. Magnifique, c'est un truc de fou. Et donc, il revenait du karaté. La famille Dieng, c'est un modèle pour moi. C'est vraiment une fratrie. Il y a beaucoup de frères et sœurs. Moi, j'avais beaucoup de frères et sœurs du côté de mon père. Mais du côté de ma mère, on n'était que 2. Et 7 ans d'écart avec ma sœur, donc elle est partie très vite. Donc en vérité, je suis issu d'une famille de 40 enfants, mais j'ai grandi comme un fils unique, quoi.
Donc de voir cette fratrie, et je le vois, ouais, je reviens du karaté, mon frère il m'a inscrit et tout, on fait des mawashigiri, et je le vois, ouais, je veux faire ça. Comme un héros, quoi. Comme un karatéka, ouais, l'homme fort, quoi, C'est tu vois. ça. À l'époque, il n'y avait pas le masculin toxique. Je dis pas qu'il n'y a pas de toxicité dans le masculin, Bien sûr. mais si dans chaque homme, il y a un salaud et un connard, on reconnaît que dans chaque femme, il y a une connasse et une salope. Il y a le masculin divin et il y a le masculin blessé. Il y a le féminin divin et il y a le féminin blessé, tu vois. Donc de voir tous ces héros à la télé, ils mettaient leur force, même s'ils étaient trop violents à mon goût avec le méchant, parce qu'on finit toujours par le tuer, on ne l'éduque pas, hein. Ils mettaient au moins leur force pour servir. Et puis le fantasme, Bruce Lee, à l'époque il y avait quoi? Ouais, c'était vraiment Bruce Lee. Van Damme, Stallone, tout ça. C'était bien avant, puisque c'était années 80, tu vois. 80, Van Damme, c'est ouais. 90. Ouais, c'est Bruce Lee, ouais. Ouais, là, c'était vraiment que Chuck Bruce Lee. Norris. Ouais. Bruce Lee, ouais, il y avait, même avant Jackie Chan, ouais. Ouais. Et je dis à ma mère, je veux faire ça. Oh, mais tu pourras jamais. Souvenez-vous, 14 fractures, un souffle au cœur. Vous m'avez collé des lunettes en CM2, un appareil dentaire. Ça commence à faire beaucoup, là, tu vois. Ouais. Moi aussi, je veux une meuf un jour. Arrêtez de vous défouler sur moi comme ça, putain. Moi aussi, je veux me marier. Oh. Qui qui va vouloir de moi comme ça? Et donc, là arrive une histoire qui est un peu loin dans mes mémoires, mais c'est ce qui me revient. Comment j'ai commencé le karaté? Ben, je suis allé voir le médecin de famille, le docteur Seban à Villejuif, où j'allais depuis tout petit, qui m'a vu multifracturé, qui a vu tous mes problèmes. Fort heureusement, à l'époque, on n'associait pas ça à des troubles psychiques pour filer des cachets. Hein, le moindre comportement divergent, la moindre fragilité, on ne mettait pas trop de médicaments. Et il me dit qu'il ne peut pas me donner le certificat médical pour faire du karaté. Il me dit, je ne peux pas te le donner, tu es trop fragile, tu te casses. Et là, il se passe un truc en moi. Non. Non. Non, j'en ai marre qu'on me dise non. On a 13 ans, 14 ans, 15 ans. On choisit ce qu'on mange, où on joue, où est-ce qu'on part en vacances. Sans, encore une fois, accuser nos parents, on subit souvent. C'est à l'adolescence qu'on commence à choisir notre musique, nos groupes de potes. Et cette rébellion, elle est nécessaire pour nous construire. C'est pas une haine des parents, c'est il faut que je fasse autre chose. Il faut que je transgresse les règles. J'ai besoin de cette crise. J'ai besoin d'apprendre à dire non pour m'affirmer, tu vois. J'ai plein de parents qui disent mon enfant, il se laisse faire par tout le monde. Je passe un quart d'heure avec eux. Prends ton cartable, fais ci, fais ça. Non, assieds-toi là. Ils finissent leur phrase, ils disent, je dis, madame, monsieur, avec vous, il n'a pas la place. Avec vous qui l'aimez le plus, vous serez prêt à mourir pour lui, oui. Vous lui donnez l'image qu'il n'a pas la place, qu'il n'est pas à la hauteur. Donc quand il va sortir dans la rue, il va sentir qu'il n'est pas à la place, qu'il n'est pas à sa hauteur. Et il va attirer à lui des personnes qui vont le traiter comme vous le traitez. Donc tu vois, et là je sens en moi, personne ne m'empêchera de faire du karaté. Et là, pendant que le docteur, c'était un grand cabinet, il auscultait ma mère dans la partie un peu plus loin, eh ben, je transgresse une règle, je brave un interdit. Je n'ai pas, comment on dit, violé la loi. Violer la loi, c'est compliqué, même si nos lois humaines, elles sont parfois bizarres. J'ai transgressé une règle. Les adultes avaient dit non, et j'ai pris une ordonnance, j'ai pris le tampon, j'ai mis un coup de tampon dessus, et je l'ai mis dans mon cartable. Et ouais, j'ai commencé, il y avait une voix en moi qui me disait « fais ce truc, vas-y », et personne ne t'en empêchera. Et je me rappelle que là, j'ai griffonné un truc, je l'ai amené au prof de karaté, à Villejuif, Omi Naoki, qui est encore prof. Ah ouais. J'avais 13 ans en 83, il était déjà là. Comptez combien ça fait d'années, j'ai 54 piges, il enseigne encore. Ah ouais. Et je me rappelle, la salle était pleine, début septembre, tous les gamins qui arrivent, ils ne voulaient pas me prendre. Et là, pareil, d'habitude, je me tais, j'aurais baissé ma tête avec ma coupe afro et je serais rentré au 8 mai. Là, j'ai tapé un scandale. Non, je veux faire du karaté, prenez. J'ai insisté. Ouais. Il ne faut pas insister, il faut pas. Si j'avais besoin que cette masculinité, j'avais besoin que cette sincérité, que cette brutalité sorte, parce que si elle sortait pas sur un tatami, je l'aurais sortie dans la rue. Et aujourd'hui, on ferait ce live depuis une prison, quoi, tu vois. Et donc voilà, je me suis autorisé à ne pas être d'accord, à l'exprimer. La volonté était saine, faire du sport, où moi je voyais de l'aventure, les autres voyaient du danger. Où moi je voyais que j'allais me renforcer, les autres voyaient que j'allais me blesser, tu vois. Où moi j'avais besoin de me mesurer avec des karatékas, avec des ceintures comme dans les films, pour voir qui j'étais. D'autres voulaient me protéger de ça, tu vois. Et donc il m'a pris Oumi, et j'ai fait ces 4 années de karaté, donc de 13 ans à 17 ans. Tennis de table en même temps, donc
4 entraînements par semaine, plus la gym, tu vois. Pas de compétition, nul en karaté, j'ai fait une compète, j'ai perdu. Mais bon, le grand écart était là, j'enchaînais les 50 abdos. C'est un truc de fou pour l'enfant que j'étais. Tu répètes un mouvement, t'es meilleur. T'es pas jugé. Et contrairement à l'école, quand on dit t'es nul là, on te donne un exercice pour être meilleur. On te dit viens voir et on te fait progresser. Tu vois, donc j'avais ce recadrage bienveillant. Et voilà, ça m'a donné l'entourage, la discipline, la répétition. Ça m'a donné le goût au karaté. Je montais à cheval aussi beaucoup, je ne le dis pas, mais je montais à cheval avec le centre aéré et les vacances. Donc ça, c'était les pratiques sportives. Après, qu'est-ce qu'il y a eu? Donc, le karaté, le tennis de table. Et après, arrive à 17 ans, l'envie de changement. J'étais ceinture marron de karaté. Je l'avais raté une première fois, après je l'ai eu. Et je sens que ouais, je sais pas, on retient trop de trucs, on ne peut pas lâcher. C'était karaté traditionnel. Hein. De temps en temps, on tapait dans les makiwara, là, mais je sentais que j'avais besoin de lâcher. Et arrive 87-88, la Jordan Mania, Canal+, une fois par mois, le basket. Ça avait de la valeur, hein, les choses qu'on voyait une fois par mois. C'est vrai. Et le gymnase où je faisais du karaté, il y avait Karine, une fille magnifique qui était ceinture marron, toute belle, qui connaissait les katas. J'étais fou amoureux d'elle. Mais je suis arrivé, et souviens-toi, j'avais 13 ans et j'étais une victime. Et quand je suis ceinture marron, c'était au gymnase Guy Boniface à Villejuif. Et à la salle d'en dessous, il y avait basket. Et au karaté, on était assis en silence pendant que les autres faisaient leur truc. Et moi, je regardais le basket. Et ça m'appelait. Ouais. Et ça m'appelait. Donc j'ai commencé à jouer au basket au collège. Et après, j'ai arrêté le karaté. Je me suis inscrit au basket. Et ouais, l'année où je me suis inscrit au basket, j'ai pris 17 cm. D'accord. Tu les as appris après t'être inscrit? C'est pas le basket qui m'a fait grandir. Ouais. C'est pas le basket qui m'a. Ça, ce sera les guillemets. Attention, une petite minute avec musique de fond. Tu sais, le mystique là. Ouais. Quand j'ai vu mon père à Dakar en 98, je m'attendais à voir un grand bonhomme. Il m'arrive là, mon père. Okay. Comment ça se fait que moi, dans ma famille, sur ces 40 enfants, je suis un des plus grands? Okay. Comment ça se fait? Je ne m'étais pas fixé de limite. Inconsciemment, si ton père est petit et trapu, à le voir tous les jours, il y a de fortes chances que tu développes un corps pareil. Ouais. On a vraiment on copie inconsciemment. Moi, ma mère était une grande métisse fine. Je me suis dit que mon père, ça devait être un grand costaud, et j'ai fantasmé un grand costaud. Et je suis devenu ce grand costaud, toute proportion gardée. Mais, donc j'ai pris 17 cm parce que j'avais besoin de me développer, de grandir. Et comme j'avais fragilisé mon corps et j'étais toujours en retard sur la courbe de croissance, tu sais, la fameuse courbe du carnet de santé là, ben, je retardais ma croissance mentale. Je ne veux pas devenir un adulte. Il pue le monde des adultes. Il y a des responsabilités, ils se mentent tous, il n'y a plus de bisous, il n'y a plus de tendresse, ils font la guerre. Je reste un enfant. Donc je gardais le corps d'enfant. On a beaucoup d'ados et d'adultes très adipeux, et souvent c'est ce côté un peu enfantin, parce que la physionomie même de l'adulte, c'est le muscle et la fermeté, tu vois. Donc, comme j'avais eu la capacité de réfréner ma croissance et de fragiliser mon corps, eh bien j'ai eu la capacité de développer ma croissance et de raffermir mon corps. Je n'ai pas d'explication scientifique, je n'ai pas d'argument, je n'ai que ma vibration et mon vécu. Et là, on parle de taille, ça peut paraître bizarre, mais regarde, en termes de poids, il y a combien de personnes qu'on a vues en surpoids? Donc inconsciemment, elles avaient décidé ça, de mal manger, les mauvaises émotions, et on les revoit une année après ou 2 ans après, ils ont perdu 10, 20 ou 30 kilos. Ils ont changé une décision. C'est vrai. Et ça a changé le corps. Tu sais, la pensée agit sur la matière. Je vais déplacer cette tasse, ça ne marche pas. La première matière sur laquelle ta pensée agit, c'est ta matière à toi. Tes cellules, leur fonctionnement, ta biologie, ta posture, et je suis persuadé, ta taille, ton poids, le timbre de ta voix, et plein d'autres choses comme ça. Donc, j'ai pris ces 17 cm parce que j'avais envie d'être grand et que c'était mon chemin, tu vois. Et la basket à fond de 17 à 21 ans, ouais. De 87 à 91. D'accord. Basket, à Villejuif, dans d'autres clubs. Et je commence pas à toucher le haut niveau, mais à avoir un bon niveau à 1 contre 1. Un truc que je te partage, c'est qu'il y avait des Américains qui jouaient à Levallois, un club autour de Paris où il y avait des pros. Et l'été, ils jouaient en playground à Bir Hakeim, à la Tour Eiffel.
Donc on avait l'occasion d'aller jouer avec des Américains de NBA en 87. Et donc j'allais passer l'été avec eux. Et je crois que ce contact avec eux, le mec qui te passe la balle, on fait des équipes, tu te retrouves dans un 3-3 avec Terrence Stansbury, allez voir qui c'est. Il a fini 3 fois 3e au concours de dunk derrière Jordan. Et moi, je lui ai collé un dunk sur la tête à 18 ans, tu vois. On a dunké sur des ricains. Bon, après, il nous a fait la misère. Hein. Ouais, il nous a fait la misère. Hein. Mais déjà, de coller un dunk. Imagine, j'arrive à faire le grand écart. Ah, tu n'y arriveras pas. J'arrive à faire des tractions. Tu n'y arriveras pas. Les dunks, il n'y a que Karim Abdul-Jabbar, Magic Johnson. Tu vois des pros de 2 mètres. Et moi, je vois le même panier. Première année de basket, je le touche. Deuxième année, je passe la main. Troisième année, je passe le coude. Et je commence à faire des dunks arrière. Ce que je vois à la télé, à Canal+, je le fais sur le playground en bas de chez moi. Mais tu vois un peu pour l'ego, effectivement, mais pour la confiance, pour l'estime quand on a manqué, le basket m'a donné énormément confiance. Et arrive un merveilleux malheur. C'est que je jouais à Vitry-sur-Seine et je veux aller jouer à Bourg-la-Reine. Et à Vitry, une année, on a triché. Il y avait la catégorie espoir et senior. Et moi, j'étais en âge pour être senior, mais j'étais un peu trop frêle. Donc, à l'époque, il n'y avait pas d'informatique. Au lieu de mettre 70 sur ma date de naissance, ils ont mis 71. J'ai joué un an de plus en espoir, ce qui m'a aidé, parce qu'en adulte, je me serais fait casser. Mais quand j'ai changé de club, la fédération l'a vu. Donc, j'arrive à Bourg-la-Reine, en régional, enfin. J'étais super fier, super content. Et ils nous disent, l'aide de la Fédé, tu ne peux pas faire les matchs. Parce que tu étais adulte, tu étais conscient. Et tu aurais pu dire non à ton entraîneur, tu vois. Donc j'arrive là et on me dit, tu peux pas faire les matchs. Je peux faire les entraînements, la muscu, tout ça, déplacer juste Bourg-la-Reine en bus, en stop. Waouh! Et là arrive le seum. comme dit mon fils, spécial dédicace pour toi ça. La colère, bordel de merde, appeler les choses par leur nom. Arrive la colère, comme quand on m'a dit non pour le karaté. Mais là je sens vraiment une colère, pas celle du petit ado de 13 ans, la colère de l'homme de 18 ans. Tu sais, qu'on est capable de faire avec nos poings, tu vois. Et là, comme de par hasard, arrive l'été à Villejuif, un stage de kickboxing. Été 91, je crois, avec Patrick Réa et Francis Hamdaoui. Dans la salle de karaté où j'avais été ceinture marron, je me retrouve là des années après. J'ai 7 ans de basket dans les pattes, j'ai de la détente, j'ai gardé mon grand écart. J'ai aucune boxe anglaise, mais les front kick, les mawashigiri, middle kick, les maïgueri, front kick, j'ai la patate, j'ai la pu. Ils me regardent comme ça, je tape dans les PAO. Tu veux pas t'inscrire l'année prochaine? Bah si, je m'inscris, mais juste pour me défouler, parce que moi je suis basketteur, tu vois. Je m'inscris pour me défouler. Septembre, octobre, novembre, je suis sur le ring, au bout de 3 mois, championnat de France classe C, sans casque, sans plastron, chaussons de kickboxing, 3x2 plein pot, au gymnase Guy Boniface, où j'ai fait du karaté, du tennis de table, du basket. Il y a 1000 personnes qui sont là, 1000 personnes, tout Villejuif. Jambes de laine, Aurélien, le fragile. Jambes de laine, on m'appelait comme ça, parce que j'avais tellement de plâtre que je mettais une chaussette en laine par-dessus. Et on m'appelait Jambes de laine. Jambes de laine fait de la boxe taille. Mais non, là, et je fais ce combat dans ce gymnase plein, et je gagne. KO premier round. KO troisième round, mais avant la limite. Et très dur, hein, mais j'aime ça, quoi. Je me dis, c'est ça que je veux faire. Je continue le basket. Je boxe de plus en plus. C'était quart de finale, championnat de France classé. Ensuite arrive la demi-finale, KO deuxième round. Et arrive la finale à Nancy, chez André Panza là-bas. Et pareil, KO premier round en classé. 3 combats, 3 KO, champion de France. Pour le petit enfant multi-redoublant qui n'avait pas encore eu son bac. Enfin bref, waouh, ma mère s'inquiétait. Quand je recevais des lettres, c'était attention, votre fils, psychologue. Pas la justice, parce que j'étais pas un bandit, mais que des inquiétudes. Et là, papier bleu, blanc, rouge, tu rentres ça à la maison, quoi. Champion de France classé, un petit gars du 8 mai. Je me rappelle, je suis arrivé à la cité, mais comme, les gars, j'ai gagné, quoi. Tu vois, avec la coupe, là, on était prendre une bouteille de champagne, on a bu ça devant la COP. C'était un truc de ouf. C'était waouh. Et l'année d'après, je fais comme j'avais fait au basket, un autre petit conseil, de t'entourer des meilleurs. Comme j'étais un des meilleurs à Villejuif, à l'époque, je suis parti à Vitry, à haute tension, chez Jean-Marie Merchet, pour découvrir le Muay Thai. Et voilà, champion de France classe B, après champion de France classe A. Mais vraiment, ça a commencé à 21 ans, le kickboxing. C'est trop tard, t'as pas le physique, t'as pas les bases. Ouais, on verra bien. Ouais, c'est ça, on verra bien. Voilà.
Je parle beaucoup, dis donc, purée. Non, bah, t'es là pour ça, hein. Avec plaisir. Merci pour ton écoute, quelle place tu laisses. Et donc voilà, c'est arrivé tardivement. Et ensuite à haute tension, avec Jean-Marie Merchet, de 93 à 2000, où on a aussi été dans les pionniers du MMA, avec Cyril Diabaté, Loïc Porra et plein d'autres, pardon, tous ceux que j'oublie, Bertrand Amoussou, il y avait ceux qui étaient à haute tension, il y en avait d'autres, des pionniers du MMA, Mathieu Nicourt, plein d'autres. Donc j'ai fait 14 combats avec du sol aussi, 14. Ok. C'était du kickboxing? C'était du karaté Shidokan, Ok. de la lutte contact, on a fait du karaté contact aussi. Donc c'était ce qu'on appelle du pancrace, debout toutes les percussions, les projections, et au sol pas de frappe. Il n'y avait que des clés, étranglement. Donc on allait 2 fois ou 1 fois par semaine, judo, jujitsu. C'était pas mon grand kiff, je préférais être debout. Et sur 14 combats avec du sol, j'en ai gagné 12, j'en ai perdu que 2. Souvent, je réglais le problème debout. C'était mieux. Avant qu'il m'attrape, c'était mieux. Donc voilà, c'est magnifique parcours avec Jean-Marie Merchet et toute l'équipe de haute tension, Krima Mitech, Pascal Lafleur, Jeff Bélanger, Alex Lopez, il y avait tellement de monde, Alex Ngom, il y a une liste comme ça, pardon pour tous ceux que j'oublie à chaque fois, vous êtes dans mon cœur. Magnifique. Et là, quand tu as commencé ça à être affirmé, est-ce que ta mère avait un autre regard sur toi? Oui, très juste. Tu étais l'homme. Ouais, déjà je pense qu'au basket, elle commençait à me voir plus épanoui, plus heureux. J'étais plus grand, je pense qu'elle s'inquiétait moins, mais vraiment la grande fierté de voir ton enfant, on dira ce qu'on veut, voir ton enfant à la télé, et pas pour faire tourner une roue ou pour montrer son cul, on est d'accord. Parce qu'aujourd'hui on est tellement fiers de son enfant que quoi qu'il fasse. Donc la fierté, la famille à l'époque passer à la télé, c'était un truc de dingue, tu vois. Quelques Eurosport, Canal+, quelques interviews. C'est ta mère de s'assurer que ça va pour toi, tu as trouvé ta voie. La même femme en 91, je rencontre la mère de mes enfants quand je commence la boxe et on est restés ensemble jusqu'en 2014, tu vois, 23 ans. Donc elle m'a accompagné toute ma carrière. Une femme, une maison, la boxe, des cours, parce que la boxe ne payait pas, donc des cours. Un des autres secrets que je te partage, comme la boxe ne payait pas beaucoup à l'époque, qu'on n'avait pas la culture sponsor, partenaire financier, on travaillait à côté. Et moi, le travail le plus simple, c'était venir ici et donner des cours. Donc j'étais champion 1 fois par mois, le jour du combat. Tous les jours, j'étais humble, on m'entraînait comme un champion, mais tous les jours, j'entraînais les autres. Donc je recevais, je le donnais le jour même, bien souvent, le jour même. Et ça, c'est un bon équilibre que je te donne. Parfois, si tu penses manquer de prospérité dans ta vie, ou tu penses manquer de choses, qu'est-ce que tu sèmes? T'imagines, là, on a un champ, si tu sèmes une graine, ça te paraîtrait évident. Tu auras un épi de blé, et avec les probabilités, est-ce qu'il va tenir? Si maintenant t'en jettes 100, tu vois? Donc cette idée vraiment de donner, de partager ce qu'on reçoit. Et donc là, tu es rentré encore dans le Muay Thai ou pas encore? Oui, je suis rentré dès 91-92 à Villejuif. Dès 92, j'arrive chez Merchet. Donc je ne l'avais pas dit, je fais les championnats de France en kick. Et à l'époque, championnat de France en Muay, c'était un peu compliqué. J'ai fait quelques combats, comme ça on allait à Japy, on se pesait le jour même. Donc j'ai fait plus des combats de gala en Muay, mais j'ai commencé le Muay direct en 92-93. D'accord, et là tu as eu une carrière internationale. Ouais. Et comment ça s'est passé? Tu sais… quand était la première fois on t'a contacté pour aller faire… En classe B, déjà en classe B, on m'a demandé de faire un gala à côté de Reims, là, un France-Italie, avec des mecs qui venaient du full. Donc en plus du championnat de France, l'année de classe B, j'ai fait mon premier combat de gala, je me rappelle, et je boxais, et au premier round, il y avait le speaker qui avait pris le micro, il dit « Les boucheries, machin, offrent une prime de 500 francs à Aurélien Duhart ». J'avais été choqué, j'avais jamais vu ça. Et même encore aujourd'hui, maintenant il y a les primes avant, mais en plein gala, il y avait un des sponsors qui avait tellement aimé mon style et donc j'étais reparti avec 500 francs, un Pascal, en 92, 93. Tu pèses avec ça, hein? T'es bien gros en T'en faisais des choses, hein? C'est vrai. Aujourd'hui, 80 €, et c'est quoi? C'est un truc de ouf. Les prix multipliés par 4 depuis le passage à l'euro, hein. Revoyez vos mathématiques. Si on a baissé le niveau scolaire et le niveau en maths, c'est pas pour rien. Donc classe B, ce qui m'a fait connaître, je pense, c'est classe C, classe B, classe A en kick. Ensuite, je fais les championnats d'Europe WACO en 95 à Lisbonne. Quart de finale, victoire KO. Demi-finale, victoire KO. Finale, victoire KO. Je fais 2 championnats d'Europe en boxe taille. Un contre Eddy Saban que je bats par KO. Je m'étais fait opérer
3 jours avant, je suis sorti de l'hôpital, je me suis sauvé. L'anesthésie générale, j'avais une très mauvaise opération, enfin bref. Et j'ai dit à mes hommes de coin, ça c'était une de mes premières visions. Ouais. J'ai 3 rounds dans les pattes, les gars. Je connais Saban, si je ne le mets pas KO au 3e, il va me défoncer. Les gars, je ne veux pas qu'il me défonce. Si au 3e, je ne suis plus là, vous jetez l'éponge au 3e. Ok? Je vais au combat, je le mets KO au 3e. Ah ouais. Mon corps savait que je ne pouvais pas aller plus loin que 3. Il a réglé le compte avant. Mais bon, voilà, classe C, classe B, classe A, invaincu de 91 à 95, je suis invaincu. 4 ans dans les magazines, du hard KO, même si c'était chez les amateurs, on entend parler de moi. Grande saucisse, j'arrive habillé en basketteur avec le poste public ennemi. C'est quoi ce machin, quoi, tu sais. Le Chicago Bulls, j'arrivais, enfin bref. Et ça m'a fait connaître, je pense. Puis après, les premières demandes, Sami Khedira, les premiers gros galas, des championnats d'Europe en boxe thaï, des championnats du monde en 96, en 95 le premier, en 12-2 à l'Arena d'Evry, contre Dominique Ziegler, 12 rounds. Tu les as tenus? Oui, j'ai tenu, mais les 6 derniers, je me souviens de rien. Je l'ai fait compter, je lui ai pété les jambes, mais encore, ma première défaite, allez, on y vient s'il vous plaît. Ma première défaite, qu'est-ce qui s'est passé en 1995 pour que je perde? Jusqu'à là, j'avais tout gagné. Je vous ai parlé de l'homme qui m'a élevé de mes 3 ans à mes 25 ans. Il est mort le 1er mai 1995. J'ai soi-disant fait mon deuil et je suis allé au combat, et avec la tristesse. Pendant 6 rounds, j'étais tout brillant, tout machin. Et au bout d'un moment, j'ai commencé à m'éteindre, et j'ai perdu au point. Je n'avais pas fait le deuil de ça. J'ai 14 défaites. Je prends chacune de mes défaites de calendrier sportif. Je fais corroborer ce calendrier avec mon calendrier personnel. On a perdu un enfant, on s'est séparés, on a changé de maison, la mort de ma mère, le changement d'entraîneur. Chaque fois qu'il y avait un truc dur dans ma vie, j'allais sur le ring. Je vais aller me défouler, je vais aller régler ce problème sur le ring. Que dalle. Tu t'écroules, tu ne boxes pas, tu te blesses. La triste. Et voilà, donc, sans dénigrer la force et ce qu'ont fait mes adversaires ce jour-là, bien souvent, ils n'ont boxé que l'ombre de qui j'étais. Je ne connais pas un mec qui m'a battu un jour où j'étais top. Et tous, souvent, dans la défaite, on a un truc qui nous a touchés, qu'on n'a pas regardé. Et moi, c'est sur le ring. Toi, c'est peut-être quand tu vas au travail. C'est peut-être par rapport à ta santé. C'est peut-être par rapport à l'amour, par rapport à la bouffe. Tu es devant le sucre et la graisse. Et là, pourquoi ton corps, il demande ça? Parce que tu as de la tristesse, parce que tu as de la peur. Alors tu te remplis et tu te gaves. Et comme tu as vécu des choses mauvaises, tu te remplis de choses mauvaises. Donc véritablement, il y a un lien direct. Si le jour de ce que tu veux, toi, tu ne performes pas, il y a quelque chose qui te bloque. Ton âme, elle te dit, hey, la boxe, monsieur Duharc, là, c'est la priorité pour toi. Moi, j'aimerais que tu fasses le deuil de cet homme, tu reconnaisses ses valeurs et que tu ailles lui dire à quel point tu l'aimais. Et ensuite, je te remets sur le ring et tu bottes le cul à qui tu veux. En 2000, ma femme était enceinte. J'avais un choix, soit être auprès d'elle, soit partir en Italie pour prendre 3 000 €. Je prenais 3 000 € pour un combat, c'était beaucoup 3 000 €. Ok, je vais faire le combat. Une voix me dit, n'y va pas. J'y vais quand même. Mon entraîneur devait être avec moi, Jean-Marie me dit, je ne peux pas venir, j'ai un problème. Deuxième, on arrive, limite on rate l'avion. J'arrive en Italie, ça devait être en kickboxing, on me dit que c'est en boxe thaï. Ça devait être en 12 rounds de 2, je m'étais préparé pour 12 rounds de 2, sans clinch, déplacement, cadrage, façon BF, tu vois. On me dit que c'est en boxe taille, 5, 2, 3. On me dit que c'était en moins de 78, l'Ataku c'est en moins de 84. Wow. Je tombe sur Azem Maksoutaj, que j'avais déjà battu, un Albanais en Suisse, là, un élève d'Andy Hughes. Et je me suis fait casser le bras, casser 3 apophyses transverses. J'avais rien à foutre sur le ring. Ouais. J'aurais dû dire non. Non, ouais, on y va, nous, on prend tout, ouais, on recule d'un. J'étais pas prêt, l'ego, et je devais être auprès de ma femme. Alors en boxe thaï, en adversaire, j'ai rencontré Orlando Viet, qui était de l'école hollandaise. Orlando Viet, qui a fait l'Ultimate Fighting numéro 1 ou numéro 2 en 93. Ouais. Et moi, je le regardais sur les cassettes vidéo à la Cité. Et 2 ans après, j'étais face à lui sur le ring. Ah ouais. Donc ça c'est un truc de fou aussi, tu vois, les stars NBA, je les avais rencontrés, mais je ne pouvais pas être contre eux. Là, c'était un des sports. Ça ne veut pas dire qu'il est facile, ce sport, mais en 4, 5, 6 ans, tu peux passer en classe A et tomber potentiellement contre un mec que tu regardais dans les magazines quand tu as commencé. Ça me l'a fait avec Tyrone Spong, qui allez voir qui c'est aussi, qui a boxé au K1 et que j'ai boxé. Et j'ai fait un combat de merde contre lui.
Et j'ai fait que reculer, défendre, il était trop puissant. Et à la fin du dernier round, il me soulève comme ça. Et je lui dis, Tyrone, arrête, on connaît la boxe tous les deux. Et j'ai fait la danseuse aujourd'hui, pose-moi, vas-y, on passe à autre chose. Et il me dit, hey, mec, je te regardais, j'avais des couches culottes, quoi. Et t'es encore là. Bravo, tu vois. Donc c'était très touchant. Donc de boxer Orlando Viet, j'ai boxé Stéphane Nikema. J'ai une erreur, je rentrais de Chicago, tout blessé. Stéphane, on a fait un beau combat, mais tu m'as jamais accordé ma revanche. On a fait les 5 de 3, et c'est moi qui suis venu te voir à l'hôpital après le combat, que tu avais le tibia ouvert. Non, on a fait un très beau combat, mais je manquais de jus. Rentré de Chicago, j'avais fait 21 rounds, je crois, à Chicago sur un tournoi, truc de ouf. Mais on était des mercenaires, on prenait tout. Qui j'ai boxé d'autres? Moussa Sissoko, aussi de Stein, j'ai fait un gros combat à Bercy. En kick, on avait boxé c'était où mince? À Coubertin, qui j'ai rencontré en boxe thaï. Azem Maksoutage, qui avait fait le K1 aussi. J'ai rencontré des Thaïlandais dont j'ai plus les noms. J'ai un petit acouphène depuis 5 ans, un son dans l'oreille et ça nique la mémoire vive. Et parfois, pour chercher les noms et les dates, je suis obligé de prendre le temps. J'ai boxé 3 Thaïlandais. J'ai boxé Tyrone Spong, j'ai boxé Kao Klai, Kano Racing, Kao Klai, le tueur de géants, qui m'a tué, il m'a mis KO au premier round, on y revient. C'était un moment... Je fais, jusqu'en 2009, j'ai pas pris de KO, commencé en 91. Jusqu'à 2009, j'ai pas beaucoup de défaites et j'ai pas pris de KO. J'ai une croyance qui est un boxeur qui n'a jamais pris un KO, ça n'existe pas. J'ai cette croyance dans ma tête et je l'ai dit, comme je te le dis là, à des interviews. Affirmer, c'est rendre ferme. Je peux penser un truc, j'ai une chance de m'en sortir. Si je le dis, ça va se passer. J'affirme qu'un boxeur qui n'a jamais pris un KO, ça n'existe pas. Je décide en 2009 de faire mon dernier combat. Je choisis de finir en beauté, je prends Kao Klai, qui avait tapé Maïtimo, des mecs de 130 kg, qui a boxé au K1. On le fait venir dans le 13e, 4000 personnes à Carpentier, je le boxe. J'ai pris un KO au premier round. J'avais dit moi-même qu'un boxeur ne finit pas une carrière sans avoir été mis KO. Ça ne m'était pas arrivé toute ma carrière. À mon dernier combat, je devais valider et confirmer la croyance que j'avais. Et la vie m'a apporté... tout se démarrait bien. Il frappe en jambes, j'attendais les jambes, j'annule ses jambes, je remise en jambes. Tu sais, on avait 5 rounds de 3, j'avais le temps. Et d'un coup, je ne fais pas attention, je crosse du droit, il me touche, je tombe. Manque d'expérience, l'ego, au lieu de rester au sol. L'arbitre, quand il compte, à moins que tu sois la langue sortie, il est obligé de compter jusqu'à 8. Moi, pris dans le stress, au lieu de faire 4, 5, de me mettre à genoux, 6, 7 et de remonter 8, qu'est-ce que je fais? Je remonte tout de suite. Et là, forcément, déséquilibre, je titube. L'arbitre, il voit que je ne tiens pas, il sait qui est en face, il veut m'éviter un KO de ouf, il m'arrête, tu vois. Et donc, je prends ce KO. Waouh! Et là, je dis, je ne peux pas terminer là-dessus. Je prends un autre combat contre Tyrone Spong, donc j'enchaîne Kao Klai, ensuite Tyrone Spong en Hollande, je vais chercher mon billet. Je me fais éclater pendant 3 rounds. Et là, je dis, non, je ne peux pas finir la boxe comme ça, c'est pas possible. Là, j'ai pris une punition, j'ai pris une danse, je ne pars pas avec ça. Je sais que les gens ne retiendront pas que ça, mais c'est pour moi. Et là, je décide de faire un dernier combat contre Frédéric Belloni, qui avait gagné le grand tournoi de Sami Kebchi, champion du monde en boxe française, équipe de France, un très bel athlète et très bon kicker, entraîné par l'équipe Zankifo. Et on fait ce dernier combat, et là, je rencontre la prépa mentale. C'était en 2011, ça faisait depuis 2009 que je connaissais un petit peu tout ça, mais je m'intéresse vraiment à visualiser mon combat, à travailler sur la confiance, sur d'autres éléments que je n'avais pas vus avant, d'aller faire de la sophro, de l'hypnose, et j'arrive fatigué à 88 kilos, là, 41 ans, marre, dur, mais on arrive à faire 3 rounds fantastiques grâce à ça, cette visualisation, cette préparation mentale précise, et je raccroche là-dessus, il me donne vainqueur. Je trouvais ça injuste, on le voit sur Eurosport, quand il me lève la main, je fais ça, parce que je savais que c'était son dernier combat lui aussi. J'ai 41 ans, il a 40 piges, on fait notre dernier combat, on finit tous les deux debout à la fin. Match nul. Donner un match nul, tu vois, faites pas partir un mec avec une défaite, quoi. Et donc tout le monde pense, même Duhart, tu reconnais qu'il a perdu. Non, j'étais dégoûté qu'il n'y a que moi qui célèbre. Tu vois, on a souffert tous les deux, on a transpiré tous les deux, on est debout tous les deux, on s'en fout du résultat sportif, quoi. Et donc je fais ce dernier combat contre Belloni en 2011. Et en boxe thaï, donc je te dis, j'ai rencontré Eddie Saban,
Ouais, j'ai donné les noms. Qui m'échappent. J'ai rencontré des champions d'Angleterre. Paul Managan, il y avait des Hollandais. Ah oui, j'ai oublié les Hollandais. Oh là là. Des tueurs. Bah, à l'époque, ils m'appelaient The Dutch Hunter, les Hollandais. Ah ouais. Oui, j'ai boxé 12 Hollandais, j'en ai battu 9 ou 10. Ah ouais. Donc, et j'étais invaincu. J'étais classé numéro 1 WPKL, une fédération hollandaise. J'ai jamais boxé pour eux. Mais j'avais battu tous les Hollandais. Ouais. Peter Clay, élève de Rob Kaman. Nico Hanchez, élève de Fred Royers. Il y avait qui Orlando Viet, qui j'ai battu encore. Il y en avait d'autres, des Hollandais. Ashwin Balrak, qui était très fort à une époque aussi. Donald Brenner, j'ai plus tous les noms qui me reviennent. J'ai fait des 12. Oh là là, ouais. Enfin bref, voilà. J'étais. Et ce qui m'a dégoûté, c'est que j'avais jamais boxé en Hollande. Ouais. Le rêve quand même, à l'époque du K1, du Glory. Ah ouais. Je tape leur champion en Italie, en France, en Croatie, jamais ils m'appellent. Ouais. Et je leur avais dit, hey, vous m'avez attendu 2010 là, contre Tyrone Spong, vous avez attendu que j'ai 40 ans et me donner votre tueur du moment pour me botter le cul sur votre territoire. Donc c'était un petit peu... ouais, donc c'est pour ça que j'étais aussi connu, d'avoir en Hollande, parce qu'il y avait les deux nations, la France et la Hollande. D'accord, bon, on va lâcher un peu le côté physique. Ouais. Et on va partir sur le mental, un peu de douceur. Allez, on en a déjà parlé un peu, je crois. Tu as commencé, justement, tu as ouvert. Et on va faire le lien avec ta vie d'aujourd'hui, de coach. Bon, tu es coach physique, bien sûr, mais coach surtout mental. Ouais. Donc là, tu as dit que tu as découvert en 2009. Ouais, par là, ouais. À peu près. Donc tu peux nous en parler de cette évolution dans le côté mental. D'accord. Alors déjà, on a des mots très réducteurs, tu vois, boxe taille, comme si on allait faire que de la boxe, art martial, Mars, le dieu de la guerre. Donc on entend dans art martial, c'est l'art de faire la guerre. Et dans les arts martiaux, il y a les esquives, il y a la douceur, la finesse, il y a la peinture, la sculpture, la cuisine, il y a l'art. Ouais. Le mot taille, ça se fait sur de la musique. Ouais. Il y a une danse avant. Donc tu vois, les mots, souvent, ils réduisent, ils minimisent et ils cachent un peu une partie de la vérité. La préparation mentale, c'est un des éléments. On fait de la préparation humaine. Est-ce que dans la rue, tu as déjà vu un cerveau tout seul ? Non. Souvent, quand il y a un cerveau, il y a un cœur avec, préparation émotionnelle, et il y a un corps avec, préparation physique. Donc ce que je fais, c'est de l'accompagnement holistique et global. Jusqu'au 19e siècle, même 20e siècle, on est très... Allez, un psy pour la tête, ta mère pour tes émotions, et un prof de sport pour ta force, tu vois ? Alors que les trois sont toujours au même endroit. Et j'ai découvert toutes ces pratiques de bien-être, de connaissance de soi, que ça soit la philosophie, l'art de se poser des questions, qu'ont fait tous les philosophes depuis la nuit des temps, chercher à être des humains meilleurs, chercher à se comprendre, nos parts d'ombre, ce qu'on n'a pas dit, le poids de notre passé, le poids des habitudes, la puissance des pensées, la connexion à quelque chose de plus grand. Donc il y a ça, la spiritualité. Je m'étais rendu compte que ces 14 combats que j'ai perdus, j'avais fait mon PAO, j'avais fait mon régime, j'avais fait mes étirements, j'avais fait mon fractionné, j'avais fait mon sparring. Vous connaissez tout ça. Il y a des trucs que je n'avais pas écoutés. Comment ça va avec ma meuf, comment ça va avec l'argent, comment ça va avec ma mère, comment ça va avec mes frères et sœurs, comment ça va avec moi-même quand je ne suis pas à la salle de boxe. Pourquoi on y passe des heures et des heures et des heures ? Parce qu'on s'y sent bien, on est reconnu, on est valorisé, on nous écoute. Alors que par rapport à la finance ou à l'argent, je ne connaissais rien. Par rapport à l'amour, je ne connaissais rien, tu vois. Donc j'ai rencontré ça, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Pascal Lafleur, allait voir son travail, un combattant qui était avec moi en équipe de France, en kickboxing, un super pote, et que je recroise au bout de 5 ans, qui avait disparu, et qui revient, 15 kilos de moins, il roule en Porsche, j'ai ma salle à Bastille, vient donner des cours chez moi. Attends, t'arrives d'où là, toi ? On vient des mêmes quartiers, on était ensemble, l'équipe de France, les canettes, les lits superposés, tu vois, les retours en quart, on a passé tellement de moments forts ensemble. Et donc voilà, il m'a connecté à ça, la connaissance de soi, qu'il y avait un moyen de sortir de « Ah, j'ai pas le choix. Ah, c'est comme ça. Ah, il y a des riches, il y a des pauvres. Ah, il faut des gagnants et des perdants. Ah, j'ai réussi dans la boxe, alors je réussirai pas dans la santé, dans l'amour ou dans la… » Qu'on était limité. Tous ces trucs qui sont tellement présents qu'on oublie que c'est juste un conditionnement, que c'est juste une manière de voir le monde, tu vois. Donc il m'a vraiment connecté à ça, la confiance en soi, la préparation mentale, arriver à
à travailler ses émotions, ce que je mettais de côté. Oh, c'est bon, on avance, c'est bon. Donc j'étais issu de cette culture-là aussi, on ne dit pas ses émotions. Ne pleure pas, ne crie pas, calme ta joie. Attends, mais à quel moment je m'exprime, quoi, tu vois? Donc il m'a vraiment initié à ça, je l'ai vu sur lui, il incarnait cette réussite, il incarnait ça. Il a fait un dernier combat, mais le jour où moi j'ai perdu contre Kao Clay, lui qui avait pas, lui boxait aussi, il avait demandé à faire un dernier combat, il n'avait pas demandé de bourse. Et je l'ai vu faire un combat magnifique. Il contrôlait tout de A à Z, contre un petit jeune qui avait la dalle. Il a fait un super dernier combat. Il me dit, mais j'ai visualisé Aurélien, mon marathon, je t'avais dit que je ferais en temps d'heure machin, à telle heure j'étais à porte de machin, je dis, là, je te crois pas. Et on a commencé, assieds-toi, respire, parle-moi de toi, mais une sorte de psychologie dynamique, responsabilisante, où tu vois toute cette énergie que tu as mis dans la boxe, là, ouais, mets-la dans le vocabulaire, et on en reparle dans 3 ans. Tu vois, toute cette énergie que tu as mis dans ça, mets-la dans la connaissance financière, et on en reparle dans 3 ans. Que nos compétences étaient transférables, et surtout que, de s'enlever de la culpabilité, du ressentiment, de la colère, ce qui est très philosophique et spirituel. Toutes les religions cherchent ça, tu vois. Donc j'avais trouvé un espèce d'endroit où il y avait des valeurs fortes pour moi, où il y avait une possibilité de m'élever, de grandir, et en même temps, il y avait du concret. On faisait du PAO, on faisait des pompes, des étirements, du yoga, on faisait attention à ce qu'on mangeait, c'était même encore plus pointu, quoi, tu vois. Donc j'ai découvert ça, et alléluia, quoi. J'ai senti j'ai rien senti de plus. J'ai rien senti de plus. Par contre, j'ai senti tellement de choses en moi. Comme si je posais un sac. Papa, t'étais où? Tu vois? Maman, t'étais où? Pourquoi ça m'est arrivé? Waouh! Non pas pourquoi ça m'est arrivé contre moi, mais pourquoi ça m'est arrivé à moi? Qu'est-ce qui fait que tout mon background, toutes ces nuits tout seul, comme toutes ces nuits perdues dans des corps ou dans des fêtes, ça construit l'être que j'étais. Ces sommes gagnées comme ces sommes perdues. Ces histoires qui commencent comme ces histoires qui finissent. Ces états de bonne santé comme ces moments de maladie. Ces moments d'abondance financière, ces moments de manque. Tout est moi. Tout a été décidé par une force supérieure. Et si je regarde mon passé avec tristesse, colère, ressentiment, ben je nique mon présent. Pense à ton ex qui t'a fait du mal, tout de suite, là, vas-y. T'as vu comment t'es redescendu? On était bien ou pas? Hein? On était bien. Et pourtant, elle n'est pas là, ton ex. Il n'est pas là, ton ex. T'as vu la pensée du passé? Nique ton présent. Je vais pas utiliser un mot abîme. Nique ton présent. Et cette seconde de présent qui est mauvaise, cette minute que tu vis mal, elle va générer une nouvelle minute où tu vas aller mal. Donc j'ai pris conscience que mes peurs dans mon couple, mes peurs présentes, plein de choses, c'était dû à tout ce passé que je n'avais pas réglé et regardé avec un œil d'adulte. Et voilà, donc beaucoup de travail, de lecture, il y a tellement d'outils, PNL, hypnose, sophro, dépollution verbale, analyse transactionnelle, il y a tellement d'outils pour se connaître. Et je me découvrais. Je connaissais le guerrier, le combattant, le prof, je ne connaissais pas l'individu, je ne connaissais pas l'homme. Et voilà, donc ça m'a fait beaucoup de bien. Et j'ai remarqué qu'on donnait des cours particuliers, 1 heure avec des personnes qui pouvaient arriver comme ça. Et au cours collectif, on s'en rend moins compte parce que ils sont trop nombreux. Là, quand tu as vu une personne arriver chargée du travail, une vie de couple difficile, des problèmes de santé, un peu le truc de tout le monde, quoi, ou d'autres problématiques, et la voir au bout d'1 heure s'être exprimée et repartir avec « Ah ouais, j'ai du pouvoir sur ma vie. Cette situation ne me pollue plus, je peux avancer, tu vois. » Et ça m'a fait donner tellement d'espoir, tellement de bien-être en moi, tellement de joie. J'étais très négatif, j'étais plus souriant, plus joyeux. Et je dis, waouh, je veux inclure ça à mes entraînements. À mes entraînements, mes élèves, on fait 1 heure de PAO, d'étirement, dehors, ils me parlent de quoi? Leur travail, leur père qui est malade, leur gosse qui n'écoute pas, leur connasse de femme ou leur connard de mari qui les a trompés. Ils nous parlent que de ça. Et là, on n'est pas équipés. Moi, je dis, mais j'attire les gens, j'ai cette légitimité, les gens viennent, c'est pas d'aujourd'hui, il faut que je sois équipé, non pas pour leur donner des réponses, mais pour accueillir leurs problématiques, leurs émotions, et créer un cadre où ils peuvent eux-mêmes se sentir bien et apporter des réponses. Dans mes discussions avec des personnes, j'ai vu quelques psychologues, je ne trouvais pas l'espace pour me sentir accueilli sans jugement. Et quand j'avais un espace où j'étais accueilli sans jugement,
bah, des fois, je n'avais pas forcément une orientation ou des solutions, donc je restais enfermé dans mon problème. Ouais. Et là, je voyais des pratiques, comme en sport. N'importe qui n'a pas de biceps, bah, en bougeant un peu, même à vide, le biceps va se dynamiser et se renforcer, tu vois. Donc j'ai vraiment trouvé des pratiques, des choses concrètes qui pouvaient améliorer ce que je pensais figé. Ça ne bougera plus. C'est comme ça. Ça a toujours été comme ça. De toute façon, dans notre famille, c'est comme ça. Ça ne changera jamais. Le monde est en permanence, le changement. Et j'ai découvert ça. J'ai découvert la bienveillance. C'est un mot en ce moment qui est galvaudé parce que soit on est un bisounours. Alors la bienveillance, c'est s'assurer de créer une condition pour que ça se passe bien. Et si la personne est irrespectueuse, de mettre un stop. La bienveillance, ça commence par moi, tu vois. Donc de vraiment le non-jugement. J'étais trop élevé à la no pain, no gain, qu'on obtenait tout dans le dur. Ouais. Si tu m'avais dit que j'obtiendrais du bien-être en m'asseyant, en fermant les yeux et en respirant profondément, je t'aurais dit, tu te fous de ma gueule. C'est un truc de toxico ou de vieillard, ça. Il faut faire du PAO, faut faire, tu vois. J'avais oublié l'être, tu vois. Donc, ouais, une grosse découverte à 41 ans. La mère de mes enfants m'appelait Jean-Pierre Bacry. Je ne sais pas si vous avez la référence. Un vieux comédien français avec Agnès Jaoui. Tu vois, je vois pas, tu es en train de se plaindre, c'est de la merde. J'étais comme ça. Allez voir des vidéos de moi avant 2011 sur YouTube, tu vas pas me reconnaître. 18 kilos de plus, négatif, la gueule fermée. Là, j'ai perdu ma maison avec le Covid. Bizarre, les impôts, quand ils ont pris la maison, ils ont pris la femme qui était dedans. Elle est partie avec, tu vois. Je me suis retrouvé SDF chez ma sœur. Là, j'ai récupéré un appart depuis pas longtemps. À 52 ans, quand je me suis retrouvé à la rue, tu vois. Des problèmes financiers. Cet acouphène, là, depuis 5 ans, j'ai pas entendu le silence. Là, la mort de mon lapin hier. Je vous partage d'autres choses. J'ai ma grande fille de 25 ans bientôt qui ne parle plus depuis presque 1 an et demi. Si tout ça m'était arrivé avant que je connaisse tous ces outils-là, tu aurais entendu parler de moi dans Le Parisien. J'ai fait une intervention en prison pour les aider, j'aurais été de l'autre côté, quoi. C'est une certitude. Donc ça m'a permis d'apaiser mes colères, d'accepter mes fragilités et d'être plus en paix avec moi, plus en paix avec le monde et de vivre des situations qui amenaient toujours les mêmes résultats. Les 3 comportements de base, la fuite, la lutte souvent, ou l'inhibition, apporter une action ou des situations différentes. Et surtout pour moi qui avait cette dépendance affective, vous vous reconnaîtrez, ceux qui ont beaucoup été déplacés, ceux qui ont eu des parents très occupés, on a développé le fait, je ne suis pas important. Donc pour que j'existe, il faut que je quémande ou que j'en fasse des tonnes. Donc ça, cette dépendance affective, je n'avais pas d'outils pour régler tout ça. Et là, j'ai remarqué que j'avais un moyen d'apporter une autre réponse à ma réponse automatique. Soit me plaindre, me victimiser, soit tout péter, soit je me barre, tu vois. Fight or flight, quoi. Et donc c'était concret, factuel et limite instantané et immédiat, comme sur le ring, comme dans la vie. C'est un accélérateur de bien-être et qui demande du travail, de la répétition, un engagement. Et ça m'a changé ma connexion au monde. J'avais beaucoup de colère, j'ai plein de valeurs, et les valeurs peuvent nous rendre violents, brutales, agressifs quand ces valeurs ne sont pas représentées ou quand elles sont bafouées. Et là, j'ai réussi à trouver de la tempérance et à apaiser, calmer mon dragon. Ouais, magnifique, je suis très content pour toi. Mais il est apaisé, il n'est pas tué. Hein. Il est apaisé. Et justement, dans cette continuité, après, tu as commencé à donner à ton tour. Est-ce que tu peux nous raconter un peu des belles petites histoires que tu as eues? Donc un jour, je suis chez moi et je reçois un texto, numéro inconnu, comme je reçois plein. J'ai plein de marques d'appréciation, bien souvent. Et oui, Aurélien, c'est un tel de la santé. Je suis dans ma cellule et j'ai envie de buter mon codétenu. J'ai ouvert la fenêtre, je regarde la lune, j'ai allumé mon Palo Santo, je fais ma cohérence cardiaque et sur la tête de ma mère, j'irai pas au mitard. Par rapport au cours que tu l'avais fait. Ouais, les séances passées ensemble, d'apporter de l'amour, d'insuffler et aussi de donner des solutions. Assieds-toi, accueille ta haine, visualise-la, crie-la, bouge-la, tape sur le coussin. T'as besoin de taper, tape sur le coussin. Sinon tu vas taper sur lui si tu retiens, tu vois. Ensuite respire, change ton orientation visuelle. Et ça a marché. Et je croise depuis... j'ai ajouté la préparation mentale et le coaching depuis... 2011 par là, j'ai
des personnes qui vont mieux au niveau de leur santé, des personnes qui me disent, mais moi je pensais que c'était figé, comme je vous l'ai dit là. Je pensais que voilà, ça, j'aurais toujours des problèmes avec les femmes, ou j'aurais toujours des problèmes avec l'amour ou l'argent, et aujourd'hui, je vis les mêmes situations, et je les vis mieux, et j'apporte une autre réponse, et voire j'en attire d'autres, tu vois. Donc qu'est-ce que j'ai comme belle histoire un homme une histoire horrible, qui a perdu son enfant, tué par la mère de son enfant, un infanticide, et qui pensait que jamais il s'en remettrait, et que soit il souffrirait toute sa vie, ou qu'il fallait qu'il fasse couler le sang à son tour, tu vois. Je prends un cas vraiment extrême, et on a réussi à apaiser, à pacifier. Il l'aurait fait seul, il l'aurait fait, j'ai rien à voir là-dedans, tu vois, mais il a réussi à trouver un sens à la mort de cet enfant, et le sens c'était que lui vive, et que lui, aujourd'hui, protège les enfants maltraités. Ça faisait des années qu'il voulait, je sais que ça va en choquer certains d'entre vous. Pourquoi parfois Allah, le Créateur, Dieu qui préserve la vie, pourquoi des fois il nous prend un être en bonne santé? Pourquoi il prend un enfant fragile? Pourquoi il prend quelqu'un qui est bon? On se fait poser la question, c'est injuste. Mais non, c'est pas injuste. Si c'est que tu crois en Dieu ou à la force de vie, c'est la vie qui a créé ça. Donc ça a un but, t'enseigner, t'apprendre le détachement, t'apprendre la perte, t'apprendre l'humilité et t'apprendre à changer quelque chose dans ta vie, tu vois. Donc cet homme, il avait cet élan depuis des années de s'occuper des enfants malades, des enfants blessés, tout ça. Il ne l'a pas fait. Pas grave, il était perdu dans d'autres travails. Et ce drame est arrivé. Et il a pris conscience de la violence que pouvaient avoir certains parents, notamment certaines femmes. Je crois qu'on parle souvent de la violence faite aux femmes. D'ailleurs, on ne tape pas une femme, ça me dérange. Hein. On ne tape pas un être humain, hein. On ne tape personne. Hein. Et on sait que je crois que 6 ou 7 enfants sur 10 qui sont battus le sont battus par la mère. Bien souvent, elles l'élèvent seules, elles sont débordées, il n'y a pas d'homme pour recadrer. Donc, j'accuse pas, hein, mais je constate. Donc, il a été, suite à ce drame, auprès des enfants, et il a fallu ça pour qu'ils vivent sa voie. Qu'il fasse une formation, qu'il quitte son travail, et aujourd'hui il est épanoui à s'occuper d'autres enfants. Ça ne lui ramènera pas le sien. Mais enfin, donc ça c'est une belle histoire. J'ai des histoires d'incapacité de sport. Des gens qui disent, je ne suis pas capable, et qui reprennent et qui se mettent en mouvement. Une autre belle histoire aussi, un jour je fais un coaching en entreprise, et le premier contact avec le patron se passe super mal. Il fait un peu ce que je fais en ce moment, il fait que parler. Il ne m'écoute pas. Et au bout d'un moment, je lui dis, écoute, attends, j'essaie d'en placer une depuis tout à l'heure, je n'y arrive pas. T'imagines quel rythme il avait pour parler plus que moi. Hein. Et je lui dis, écoute, moi, si j'arrive pas à parler, tu veux du coaching, il faut que je te donne des éléments. Oui, comment tu me parles? Moi, je m'ai parlé comme ça. Je dis, justement, il est là ton problème, c'est que tu n'es pas enseignable, tu n'apprends rien. Donc, toi, il y a eu un conflit, il y a un nœud. Je lui dis, écoute, voilà, on a essayé, ça ne marche pas. Moi, je me lève et on se verra une autre fois. Non, non, rassieds-toi, je t'écoute. Je me suis assis, on a fait la conférence avec ses employés en anglais, c'était super, c'était magnifique, toute une journée. Un an après, il me recontacte pour refaire le truc. Je déboule dans ces nouveaux locaux, nouvelle société. Je vois un petit mec, les cheveux longs de dos. Je dis, excuse-moi, il est où David? Le mec, il se retourne, c'était lui. Il avait perdu 30 kilos, il avait repris la course, il avait diminué sa consommation de viande et de produits transformés. Une journée passée ensemble, quoi. Ouais. Et qu'au début, c'est de la merde ton truc, tu vois. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que de faire naître un sourire sur le visage de quelqu'un? Sans être coach, toi qui m'écoutes là. Ton pote, ta copine, quelqu'un, tiens, 1 euro, ouais, ça va aller. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que ça? Tu veux que je développe? C'est vrai. Il n'y a que ça, quoi, tu vois. Ouais. Et donc, voilà, de voir ces personnes aller mieux et se sentir utile. Voilà, cette notion de... Oh, je suis une petite chose, non, je traverse mon chemin, je m'occupe de moi, il faut arrêter avec ça. On est tous un sauveur pour quelqu'un, on est tous une étoile, une source d'espoir. Toi qui nous regardes, là, tu as pu sortir quelqu'un des ténèbres en l'invitant à boire un verre. Ouais. Tu as pu sauver quelqu'un du suicide parce qu'en voyant dans tes yeux, il s'est dit putain, mais j'existe, ça vaut le coup en vérité, tu vois. Donc, c'est de faire de ce pourquoi on est fait, aller bien et le partager au monde, d'en faire un métier. Ouais, c'est ça qui m'a fait kiffer. J'ai encore plein d'autres histoires si on creuse un peu. Allez, une petite bonus, allez. Allez, une petite bonus, qu'est-ce que j'ai de magnifique? Oui, sur l'instantanéité. C'est-à-dire, regarde, venez on fait un jeu, fais-le avec moi aussi. Ouais. Imagine on tend le bras comme ça, vas-y. Imagine on tend le bras, ok? On reste comme ça va, ouais. Ok? Imagine il faut rester comme ça 2 heures.
Vous commencez à vous projeter, t'imagines, hein? L'épaule, elle va commencer à chauffer, t'es d'accord, hein? Le bras va commencer à chauffer, et même dans 2 heures, comme sur le poteau à Koh Lanta, là, il n'y a pas que le bras qui va trembler, tout le corps va être ça comme, alors que le poids, il n'est que là. Et au bout de 2 heures, on n'en pourra plus, arrive à 3, 2, 1, pause. Ça va mieux tout de suite. Tout de suite. Ouais. Tout de suite. Ça va pas mieux après un massage. Ça va pas mieux dans 6 mois. Ça va mieux tout de suite. Eh bien, la puissance de ça, c'est que quand tu as un blocage mental, je suis une merde, je suis un panier percé, l'amour, c'est pas pour moi, mes parents m'ont pas aimé, il n'y a pas d'avenir, les hommes sont des porcs, les femmes sont des connasses. Au moment où tu poses cette croyance, où tu la changes, c'est comme si tu posais un objet comme ça. La libération, elle est immédiate. C'est vrai. Et que ça soit un poids physique, que tu portes physiquement, que ça soit un poids mental, une pensée que tu entretiens, ou que ça soit un poids émotionnel. Ça s'en va directement. Donc une fois, j'ai un client, c'était chez Pascal Lafleur justement, qui vient et il me dit, écoute, je suis dégoûté, il faut que j'annule le cours, j'ai une contracture au mollet depuis une semaine, j'ai vu des médecins, j'ai fait des massages, je ne peux pas m'entraîner. Je dis, bah, écoute, tu es venu jusqu'à là, si tu ne pouvais pas t'entraîner, tu auras appelé, tu auras envoyé un message. Tu vois. Si tu es venu physiquement, on a 1 heure, on verra ce qu'on peut faire. Tu vois. Et je lui dis, allez, parle-moi. Donc il me parle, le mec, un feuge du sentier dans les affaires, qui s'était fait la promesse qu'à 55 ans, il serait à la retraite, sa petite maison à Miami, son petit bateau, la pêche. Il s'était fait cette promesse. Arrive à 55 piges, il est toujours dans le marais, là, à bosser dans le tissu, à bosser comme un chien. Il n'a pas honoré la promesse qui s'est faite. Et son corps, qu'il avait programmé pour s'arrêter de travailler et de trimer à 55 ans, son corps lui a envoyé une contracture. Et son corps, il s'est tendu, il s'est crispé. Je t'empêche de travailler, puisque tu l'avais dit que tu ne voulais plus travailler. Donc, on identifie la douleur, le lieu physique où ça se pose, ça précise, tu vois. Le mollet, c'est le muscle qui permet l'élévation, de monter sur la pointe de pied. C'est le muscle de l'engagement de la marche aussi. Le premier pas se fait avec le mollet, tu vois. Et donc, je le détends, je le mets en hypnose, je le fais accepter que ça a changé. La vie est en permanence. Des fois, il ne faut pas pardonner le passé. Il faut brûler le livre. Il faut passer à autre chose, tu vois. Et il accepte de faire la paix. Il accepte de se dire, OK, ben, je travaille encore quelques années. En vérité, si je faisais ma retraite, je m'ennuierais. J'ai encore de l'énergie à donner. J'ai encore des choses à vivre. Il se pardonne, en gros. Cette tension qu'il avait sur lui, je suis un con, je ne tiens pas mes promesses. Il a lâché. Non, ça va, je suis un être humain. Ça arrive de se tromper. On a le droit à une deuxième chance. Il me regarde comme ça. Il me dit, j'ai plus mal au mollet. Ah ouais. Je lui dis, ouais, je comprends, je connais ça. Hein. Ouais. Et là, l'heure était terminée. Il habite à La Défense. Il appelle sa femme. Mais mes baskets, appelle un coursier qui m'envoie mes baskets. Donc de La Défense, un coursier est venu jusqu'au Marais lui mettre ses baskets. Et il est rentré du Marais à La Défense en courant. Ah ouais. Je t'invite à te souvenir, toi. Des fois, est-ce que j'ai mon diplôme? Est-ce que si? Dès que tu as la réponse, la boule au ventre, elle est partie. C'était pas la mousse au chocolat du midi. Hein, la nœud dans la tête, la migraine. Tu as la bonne information, tu es rassuré. Le mal s'en va. C'est automatique et immédiat parfois. Il y a des guérisons fulgurantes, il y a des choses miraculeuses, tu vois. Et c'est ça qui m'a aussi donné beaucoup de confiance à en parler comme ça. Et il y a des choses qui te demandent plus de temps aussi. Ouais, bien sûr. Donc voilà le genre de belles histoires que j'ai. Magnifique. Attends, une dernière. Allez, une dernière. Oui. Une femme qui vient me voir une fois, elle devait avoir 70 ans par là, je crois. Et elle me raconte qu'elle est triste, que ça va pas, elle fait des cauchemars, plein de choses remontent. Bon, ok, je la détends un peu, elle parle, elle vide son sac et elle raconte que, comme beaucoup d'enfants, elle a vécu des attouchements. C'est un enfant sur 10 à ce qui paraît, hein, voire plus. Hein. Ouais. C'est beaucoup. Hein. Et l'enfant cache, il met ça dans l'inconscient, il crée un double, tu sais, on occulte. Et puis ça sort à l'âge adulte. Plus un homme peut la toucher, elle a eu que des problèmes de rapports sexuels violents, elle n'est pas bien avec ça. Et ça ressort. Donc on fait tout un travail que je ne peux pas t'expliquer ici, on fait tout un travail pour, que j'aime bien dire, nettoyer le passé. Ouais. Et on avait signé pour 5 séances ensemble. Et au bout de la deuxième séance, elle revient une deuxième fois, ça allait encore mieux. On fait la 3e séance, ça se passait de mieux en mieux. C'est passé de je ne souffre plus à je vis et j'ai envie de profiter, tu vois. Ouais. Et à l'appel de la 4e séance, elle m'envoie un message. Elle me dit, oui Aurélien, c'est bon, je suis guéri. Je suis une femme, mon bassin
est un triangle ouvert à la vie. Je n'ai plus besoin de toi, merci. À la 4e. À la 4e séance, restait une. mais surtout à 70 piges. Quoi. Ouais, c'est ça. J'ai rendez-vous avec un homme ce soir. C'est bon, j'y retourne, j'essaye. Je dis pas que je vais pas souffrir. Je dis, j'y vais, je vis. Tu vois. Donc ça, c'était une belle histoire aussi de recroire en l'amour quand tu as été déçu, de recroire en l'amitié, de recroire en tes parents, de recroire en l'humain, souvent quand on a vécu toutes ces histoires difficiles. C'est magnifique d'être l'accompagnateur, le témoin de ça, parce que je ne suis pas acteur. Hein. Ouais, tu aides les gens à agir. Ouais, donc plein de belles histoires. Et j'en ai tellement en 15 ans de coaching, là, coaching collectif, des mômes, coaching collectif, là je t'ai parlé de l'individuel, des groupes, au bout d'1 heure et demie, 3 heures comme toi de podcast, quand à la fin je demande au gamin, alors qu'est-ce que tu as retenu Ouais, moi j'en veux plus à mon père. Mais t'imagines, en 1 heure et demie, t'imagines la vie de ce gamin, il va devenir un homme en paix. Moi, ce soir, j'arrête les grecs, je mange plus de salade. Moi, j'arrête le coca, je remplace par de l'eau. Moi, je vais faire des étirements, une action. Moi, je vais lire ce livre que vous avez dit. Moi, je vais faire de la respiration. Au bout de quelques partages comme ça, quelqu'un qui repart avec une pensée différente et une action qui va lui amener un résultat, une vie différente. Fort. J'ai rarement trouvé des choses aussi intenses. Super, franchement. Écoute, on arrive à la fin du c'était riche là. Franchement, merci beaucoup. Je vais te laisser le mot de la fin pour nos téléspectateurs. Et je vais vous dire juste avant qu'ils finissent, abonnez-vous, likez, commentez comme d'hab. À toi Aurélien. Les Placement anciens, produit. à toi pour le mot de la fin. Écoute, Sofiane, je ne sais pas quoi dire, c'était tellement riche. Là, je prends une belle leçon, c'est que je vous l'avais dit au début du podcast, j'avais cette tristesse de ce... Ouais, les animaux sont un peu comme un membre de la famille, ceux qui ont des animaux, vous pouvez comprendre, sans rien comparer, sans dénigrer ceux qui ont perdu un être cher. Mais j'avais beaucoup de tristesse, beaucoup de questionnements depuis hier, et je me rends compte de plus en plus qu'il y a quelques temps, j'aurais peut-être annulé le podcast. Sous prétexte que le deuil, la tristesse demande que j'aurais de moi-même entretenu ce terme que socialement, il faut que ça dure tant de temps, ou culturellement, on entretient des trucs. Quoi. Ta vie, c'est 10% d'événements et 90% ce que tu en fais. On se souvient tous d'une soirée parce qu'il y avait eu une bagarre. Mais cette soirée, tu te souviens comment tu étais habillé? Tu te souviens qu'on t'a amené en voiture? Tu te souviens combien de verres tu avais bu? Tu te souviens combien de belles musiques tu avais dansé? Tu te souviens que peut-être on retient que le négatif, tu vois. Donc, quand le négatif arrive, quand l'épreuve arrive, ne lutte pas, ne fais pas semblant, accueille, accepte et avance avec. Tu vois, j'ai l'impression que là, avec la tristesse et non pas malgré, avec l'incompréhension, avec ces douleurs physiques, avec cet acouphène qui siffle, avec ça, j'ai donné tout l'amour que je pouvais et j'ai l'impression que tu m'aimes pas moins et que le résultat, il n'est pas moins bon. Il y a quelques années, j'aurais voulu que le Aurélien taquet arrive, le Aurélien contrôle, souriant, sans la marche de ventouse, tu vois. Et voilà, arrêtez de jouer des rôles et accepte que des fois, t'es moins bon, t'es moins aligné, mais t'as toujours de la valeur, t'as toujours quelque chose d'appréciable, quelque chose à partager et peut-être que ce jour-là, c'est ta fragilité. Peut-être que ce jour-là, c'est ta peur. Peut-être que ce jour-là, c'est toi qui as besoin de recevoir aussi, tu vois. Donc, je crois que c'est ça. Merci pour ce podcast. Merci à toi. Franchement, magnifique. On n'a rien à dire de plus. Voilà. Ah si, peut-être. Oui. Quelque chose de plus. Ouais. À tous les auditeurs, ceux qui écouteront, si ça t'intéresse, je peux offrir, avec votre accord, un programme de 21 vidéos de motivation, plus 21 vidéos d'initiation à l'hypnose, à la sophrologie, si tu veux bien, plus des résumés PDF, plus des bonus d'une valeur de 2 000 €. C'est une formation que je vendais il y a quelques années et aujourd'hui, j'ai plus le droit de la vendre pour des raisons contractuelles avec mon associé. Par contre, j'ai le droit de l'offrir. Donc, suffit de me contacter sur les réseaux, on mettra… et voilà, Aurélien, envoie-moi la formation et tu m'auras en coach pendant 3 semaines, 21 jours, matin et soir, pour… reprendre du contrôle sur ta vie, changer 2-3 trucs et te faire du bien. Magnifique. Merci infiniment. Merci à vous et merci surtout à toi, Aurélien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci les anciens. Merci. Super.